Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter cette petite conférence sur la mort Arthus dans le cadre du programme d'agrégation de l'année 2021-2022. Je vais vous proposer un parcours du roman avec des enjeux, des buts extrêmement modestes. On va regarder un petit peu des choses assez basiques autour du roman, mais qui vont permettre de baliser un certain nombre d'aspects sur son histoire, sa composition, son fonctionnement propre et aussi son intégration au cycle Vulgate. Donc, il va y avoir un certain nombre de portes ouvertes qui vont se faire enfoncer malheureusement, mais avec un petit peu de chance, l'ensemble sera cohérent à l'arrivée. Donc, j'ai intitulé cette conférence « Le roi Arthus, les beautés de l'entropie », puisque La mort, le roi Arthus est essentiellement un roman qui est dans une logique d'épuisement, une logique de fonctionnement à vide du royaume arthurien, et de lente désintégration non seulement de la structure politique du royaume arthurien, mais aussi de tous les principes et toutes les valeurs qui le fondent. Donc c'est en partie de ça que je vais parler dans cette conférence. Toutes les références que je vais faire à la mort Arthus sont évidemment à l'édition en lettres gothiques, qui est au programme d'agrégation. Et à la fin de la conférence, il y aura une très brève bibliographie avec certaines références explicites que j'aurais faites, mais aussi certains autres textes que j'ai utilisés dans la préparation de cette conférence. Donc ici, vous avez l'unique illustration non médiévale de la conférence sur cette diapositive, qui est le tableau d'Edward Burne-Jones sur le dernier repos d'Arthur en Avalon, qui me paraissait une illustration appropriée pour débuter. Les autres illustrations seront médiévales. Alors, je vais de manière très basique sur les conditions d'émergence et ce qu'on sait sur la constitution, la rédaction de la mort Arthus, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité. Et tout d'abord, la première question qu'il faut évidemment affronter, c'est celle de Gauthier Map, c'est-à-dire l'auteur auquel la mort Arthus renvoie et auquel la mort Arthus s'attribue, à la fois en prologue et en épilogue, dans un prologue assez long finalement pour un roman arthurien en prose. Les romans arthuriens en prose sont peu friands du genre de prologue développé qu'utilisait un Chrétien de Troyes, par exemple, dans ses romans. Et donc on a ici déjà un roman qui se distingue un petit peu des autres romans en prose, y compris du cycle Vulgate, de la plupart des autres romans du cycle Vulgate, avec ce prologue relativement long, qui n'a pas la dimension pédagogique, si l'on veut, gnomique des prologues de Chrétien de Troyes, mais qui quand même pose un auteur, un commanditaire, un contexte de production. Donc cet auteur explicite, revendiqué, c'est Gauthier Map, qui est un individu qu'on connaît assez bien. C'est un clerc anglo-normand ou cambro-normand, soit anglo-normand qui a vécu au Pays de Galles, soit littéralement cambro-normand, donc quelqu'un qui est situé dans le bon milieu pour connaître la matière arthurienne, y compris la matière arthurienne folklorique, et qui est décédé en 1209 ou 1210. Il est devenu archidiacre d'Oxford, c'est la charge la plus élevée qu'il ait atteinte dans la hiérarchie ecclésiale, même s'il avait l'ambition de devenir évêque, qui ne s'est jamais réalisée. C'est un clerc qui était présent à la cour de Plantagenet, on le sait. Il est également mentionné par d'autres auteurs anglo-normands de l'époque, notamment Hugh de Rotland et Giraud de Barry. Giraud de Barry, notamment, était un ami de Gauthier Map. Et 3 romans arthuriens s'attribuent à Gauthier Map, les 3 romans en quelque sorte fondateurs, notamment chroniquement du cycle Vulgate, Le Lancelot en prose, La Caisse d'El Saint Graal et La mort Arthus. Mais ces attributions, depuis environ un siècle, on les considère comme fictionnelles. C'est Ferdinand Lott, surtout, qui a mis le dernier clou dans le cercueil de l'attribution du cycle Vulgate à Gauthier Map, renchéri en cela par Jean Frappier, puisque à la fois Lott, en 1918 et Frappier à partir des années 30, date le cycle Vulgate des années 1220-1230, donc une grosse décennie, voire 2 grosses décennies après le décès de Gauthier Map. Donc il n'y a pas vraiment moyen qu'il ait rédigé ces romans, même si des recherches plus récentes, quelques articles plus récents, argumentaient en faveur d'une date plus haute, vers 1200-1220. Donc en réalité, l'argument purement chronologique ne fonctionne pas à 100%, mais il y en a d'autres contre l'attribution à Gauthier Map.
Donc la question, c'est souvent le discours critique sur La Mort Arthur et sur les autres romans du cycle Vulgate tend à évacuer très vite la question de Gauthier Map en disant c'est pseudonymique, c'est pour des raisons de légitimation, et puis voilà. Mais en ouverture de cette conférence, ça mérite quand même qu'on pose la question pourquoi cette attribution à Gauthier Map? Pourquoi attribuer ces 3 romans à ce clerc? Longtemps, on a dit que c'était un auteur connu à l'époque, donc on ne prête qu'au riche, donc on attribue à Gauthier. Et on s'est fondé sur l'existence de son De Nugis Curialium latin pour justifier cela, mais le De Nugis Curialium en réalité a été très peu diffusé. On en a conservé un seul manuscrit, qui est un manuscrit assez tardif, donc c'est pas du tout certain que la popularité de Gauthier se soit fondée là-dessus. Et le livre le plus intéressant et le plus récent sur la question, c'est celui de Joshua Byron Smith en 2017 sur Gauthier Map, je l'ai mis dans la bibliographie à la fin, qui argumente finalement que l'attribution à Gauthier Map s'explique non seulement, pas spécifiquement à cause de l'identité spécifique de Gauthier Map, mais parce que cette attribution se fonde dans un motif qui est globalement accepté par le lecteur, par le public de l'époque, qui est celui de la transmission cléricale du donné arthurien. Donc en quelque sorte, Byron Smith va dans le sens de Farral et de l'idée d'une transmission latine du donné arthurien vers les langues vernaculaires. Transmission réelle ou fictionnelle, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le choix de Gauthier Map en ouverture et en clôture de La Mort Arthur signale que pour le public médiéval du début du XIIIe siècle, c'est une légitimation crédible, en fait. L'idée qu'on a un clerc latinophone qui transfère ces données à un public de langue d'oeil, en fait. Donc c'est ce que symbolise Gauthier Map qui est important ici, que ce soit vrai ou non, ou que l'hypothèse de la transmission cléricale soit vraie ou non. C'est juste qu'elle était crédible pour le lectorat de l'époque. Alors, donc que dire sur le cycle Vulgate s'il n'a pas été écrit par Gauthier Map, sur La Mort Arthur et sur le cycle Vulgate. Je parlerai bientôt de la distinction, des distinctions qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire entre Mort Arthur et cycle Vulgate, et dans quelle mesure on peut parler de l'un sans l'autre. Ce qui est certain, c'est que les plus anciens manuscrits du cycle, y compris les plus anciens dans lesquels apparaît La Mort Arthur, semblent tous être bientôt, en réalité, et avoir été produits dans le nord de la France continentale, mais absolument pas en Grande-Bretagne. En fait, les premiers témoins insulaires, qui sont clairement insulaires, dont on est à peu près certain, datent plutôt de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc le cycle entier a été extrêmement populaire, donc sans surprise, il a été copié aussi en Bretagne, mais ça semble pas être son point d'origine si on se fonde sur la tradition manuscrite restante. Ce qui est raisonnable, c'est de supposer que le cycle Vulgate a été composé dans le même triangle Champagne-Franche-Comté, où émergent la plupart des œuvres arthuriennes en français à cette époque. Finalement, le roman arthurien n'est pas particulièrement insulaire à cette époque, donc sans surprise, le cycle Vulgate non plus. Donc cette région large où émergent Chrétien de Troyes, Vauchier de Denain, Robert de Boron, Manessier, etc. On est à peu près dans la même mouvance, et ce sont des textes qui se connaissent les uns les autres. Le cycle Vulgate est bien ancré dans ce milieu littéraire un peu large. Donc, dans ce contexte continental, justement, la référence à Gauthier Map confère une légitimité non seulement cléricale et lettrée, mais aussi une légitimité insulaire au cycle, finalement. Dans un contexte arthurien où peu de textes arthuriens sont produits dans les îles britanniques. Peu de romans arthuriens, en tout cas. Et ce qu'on peut dire pour finir sur cette attribution à Gauthier Map, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que La Mort Arthur, évidemment, qui a été composée après le Lancelot et après la Queste, ou du moins en même temps que les dernières parties du Lancelot et en même temps que la Queste, donne la version la plus embellie de cette attribution. Le Lancelot se termine par une phrase qui mentionne Gauthier Map. La Queste d'El Saint Graal, même chose. Elle est un tout petit peu plus étoffée, mais ça reste extrêmement minimal. Alors que La Mort Arthur donne un beau prologue et un épilogue un peu plus bref, mais quand même. Donc il met en scène le personnage de Gauthier.
Donc on a affaire à un système bien rodé en quelque sorte, avec le Lancelot qui proposait une attribution tâtonnante, cast un peu plus ferme, et la Monthartu qui est maintenant à l'aise dans cette attribution pseudonymique à Gauthier, et qui donc la déploie de la manière la plus riche, la plus fictionnelle aussi, mais aussi la plus légitimante en quelque sorte. Je change de diapositive. Voilà. La Mort-Arthur, quelques mots sur la prose de la Mort-Arthur, avant de finir ces remarques un peu liminaires. Je reviendrai sur l'écriture de la prose dans la Mort-Arthur, mais la Mort-Arthur, au moment de sa production, donc dans les années entre 1200 et 1230, en gros, on ne peut pas être beaucoup plus précis malheureusement, même si la doxa nous pousse plus vers 1220-1230, c'est pas nécessairement convaincant. Ce qui est certain, c'est que dans l'ordre de composition des premiers romans en prose, La Mort-Arthur est à la fois l'un des premiers et aussi un roman en prose de seconde génération. C'est-à-dire les choses vont très vite à cette époque, dans le développement de la forme prose. Donc La Mort-Arthur est à un moment où la forme prose arthurienne est déjà mûre, puisqu'il y a le Lancelot et la Queste avant la Mort-Arthur, mais surtout le Lancelot est 6 fois plus long que la Mort-Arthur. Donc en fait, il y a l'équivalent de 7 Mort-Arthur qui ont déjà été rédigés avant la Mort-Arthur. Donc les rédacteurs du cycle Vulgate sont bien rodés à ce stade et ont une certaine expérience de la forme qu'ils emploient. Il y a eu de surcroît les mises en prose des romans de Robert de Boron qui ont peut-être précédé la Mort-Arthur, on n'est pas sûr. Éventuellement le Père qui peut-être précède aussi la Mort-Arthur, difficile à dire. L'histoire d'El Saint Graal, selon certains précède, selon notamment Ponceau, précède la Mort-Arthur, selon Ferdinand Lot aussi. Donc il y a déjà une bonne habitude de cette écriture. Donc ça veut dire que quand on étudie la prose de la Mort-Arthur, on est face à un texte qui, comme tous les premiers romans en prose, s'écrit en réponse au modèle du roman arthurien en vers. Il y a toujours le modèle du roman en vers à l'horizon, qui est présent, et la Mort-Arthur prend position face au roman en vers, certainement, mais aussi en réponse au roman en prose qui le précède. Il y a aussi une tradition en prose face à laquelle la Mort-Arthur prend position. On n'est plus dans l'émergence première de la prose à ce stade, en fait, il me semble. On peut évidemment revenir sur la prose de la Mort-Arthur, le même genre de propos qu'on tiendra sur la prose arthurienne en général, c'est-à-dire le rapport au modèle biblique, par exemple, le rapport au modèle historique, au modèle des chroniques. On est à l'époque où Villehardouin écrit sa chronique de la 4e croisade également. Donc c'est sûr que le modèle biblique et le modèle historique laïque, si on veut, jouent pleinement dans la Mort-Arthur. Mais il y a aussi un modèle interne, déjà à ce stade, qui est le modèle de la prose arthurienne. Donc c'est pour ça que je parlais d'un roman de seconde génération, si on veut. Donc les choix compositionnels et stylistiques s'expliquent de la Mort-Arthur, s'expliquent dans ce double rapport, roman arthurien en vers, roman arthurien en prose. Et pour montrer un peu ce double rapport, on peut voir déjà que la Mort-Arthur prend quelques distances avec le régime habituel de la prose instauré par le Lancelot, par exemple. La prose, typiquement, on dit de la prose qu'elle permet des romans beaucoup plus longs en moyenne que le vers. Mais la Mort-Arthur est un roman relativement court. La Queste et la Mort-Arthur sont les deux des romans courts, d'une longueur assez inattendue finalement, dans le cycle qui a plutôt des romans un peu extrêmement longs, soit très longs, soit extrêmement longs. Je sais que la longueur n'est pas un critère très mesurable, mais on est dans des ordres extrêmement différents que je mentionnerai dans quelques minutes. De même, la prose permet la démultiplication des aventures par rapport au vers. Il y a un foisonnement de la prose, grâce notamment au mécanisme de l'entrelacement. Mais la Mort-Arthur, en revanche, est un roman plutôt centripète, même par rapport à la Caisse d'El Saint Graal. La Caisse d'El Saint Graal continue d'utiliser l'entrelacement classique mis en place par le Lancelot, où on va des aventures d'un chevalier à l'autre, avant de ramener un peu les fils ensemble. Mais la Mort-Arthur est quand même beaucoup plus centripète, en réalité. Et son utilisation de l'entrelacement est beaucoup plus mesurée, mais j'en parlerai un peu plus tard. Troisième point où la Mort-Arthur prend ses distances par rapport au modèle en prose antérieur. La prose, on va dire typiquement que la prose développe des récits plutôt biographiques, comme le Lancelot en prose évidemment, mais aussi le Tristan plus tard, plutôt que les
épisodique, qui était le propre de Chrétien de Troyes et de ses épigones, où on s'intéressait juste à un épisode de la vie d'un chevalier, sauf quelques exceptions. Mais la mort Arthur, elle, revient dans une certaine mesure au format épisodique. Même si c'est pas de la même manière que Chrétien de Troyes, c'est ça qui est intéressant. Elle invente un nouveau format épisodique, examiner la fin d'un règne, un peu l'épuisement, l'effondrement de quelque chose. Mais on retrouve de cette manière-là certains éléments qui rappellent plus le roman en vers, finalement, d'un point de vue macro-structural. Donc c'est ça que je dirais sur de manière initiale, en tout cas sur la prose de la mort Arthur, c'est que on n'est pas dans la prose, du Lancelot, on est déjà dans une prose par rapport à la prose. Alors avant de revenir au texte, je voudrais faire un petit détour sur le motif de la mort d'Arthur, justement. Puisque, comme on l'a vu, il y a assez peu de choses à dire sur la production du roman, La mort d'Arthur. On peut dire en revanche un certain nombre de choses sur le motif de la mort d'Arthur, et on en vient à Arthur, en fait. Alors, pour comprendre comment on en vient à la mort d'Arthur, il faut évidemment le contexte du cycle Vulgate, mais ça, je vais en parler dans un second temps. Mais je voudrais juste dire quelques mots d'abord sur la tradition d'abord folklorique, puis littéraire, autour de la mort d'Arthur. Alors, le plus ancien texte, donc d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'historique de la mort d'Arthur comme motif narratif, c'est l'histoire d'une succession d'amplifications, de recontextualisation et de réajustement. On part de quelque chose de très simple et de relativement flou, de relativement indéterminé, et la tradition texte en texte va enrichir, en fait, généralement sans ôter, en fait. Elle va enrichir et parfois ajuster, mais elle va rarement simplifier les choses. Donc, quand on arrive au stade de la mort d'Arthur, on a quelque chose d'extrêmement complexe qui est désormais en place. La plus ancienne référence à la mort d'Arthur qu'on ait conservée par écrit se trouve dans les Annales Cambriae, qui est une chronique produite en milieu normand, pas normand, pardon, excusez-moi, gallois, au XIe siècle, grosso modo. Et il y a une brève entrée, il y a très peu d'entrées qui concernent Arthur dans les Annales Cambriae, il est extrêmement marginal, le texte, mais il y a une brève entrée qui mentionne une certaine bataille de Camlan pour l'année 537, où Arthur et un certain Medraut, une première mention de ce personnage, dans la tradition, trouvent la mort, tous les deux. Mais les Annales ne mentionnent pas si Arthur et Medraut périssent côte à côte ou l'un contre l'autre. On sait qu'ils meurent tous les deux à cette bataille, mais on ne sait pas dans quel contexte. Et en réalité, les spécialistes de littérature galloise ont trouvé des textes qui semblent accréditer l'idée que Medraut est un personnage plutôt positif dans la tradition galloise ancienne, même si le problème des textes gallois, c'est leur en fait. Donc tout ça reste relativement flou, mais il est possible que ce Medraut ait été un personnage du côté d'Arthur initialement. En tout cas, dès la première mention d'Arthur, ce personnage Medraut, qui est un Morus chez Geoffroy de Monmouth, puis Mordred dans la tradition française, joue dès l'origine un rôle majeur autour de la mort d'Arthur. C'est le personnage fondamental qu'on n'exclut jamais dans cette tradition autour de la mort d'Arthur. Ensuite, évidemment, les choses s'enrichissent considérablement avec l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth. Donc, quelques mots sur cette version galfridienne qui concerne, ces quelques mots concernent aussi la version de Vasse. Je ne vais pas faire faire des remarques spécifiques sur Vasse qui reprend les mêmes données narratives que Geoffroy là-dessus. Donc, l'Historia Regum Britanniae, rédigée entre 1103 et 1138, introduit plusieurs éléments neufs autour de la mort d'Arthur. Tout d'abord, le personnage de Modredus revient, et donc un personnage qui vient clairement du folklore gallois, il n'y a à peu près aucun doute autour de ça. Modredus revient, et plus spécifiquement, il est le fils du roi Lot d'Orcanie, et donc le neveu d'Arthur, par la sœur d'Arthur, qui est Lot, et le frère de Gauvin. Gauvin a un seul frère dans l'Historia Regum Britanniae, qui est Mordred.
Et Mordred intervient lorsqu'Arthur part sur le continent pour affronter les Romains, menés par Lucius Iberius. Donc on voit des éléments qui vont revenir dans la mort Arthur. Mordred intervient puisque Arthur le nomme comme régent aux côtés de la reine. Donc c'est là que ce motif apparaît, ce motif de la régence de Mordred, qui est probablement une invention de Geoffroy. C'est plus raisonnable de supposer que les innovations de Geoffroy sont des inventions plutôt que des reprises d'un folklore disparu. Il usurpe le trône et surtout il séduit la reine. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez durable dans la tradition arthurienne, cette idée que Guenièvre trahit elle aussi Arthur pour aller dans les bras de Mordred. Puis, avec une alliance hétéroclite de Saxons, de Pictes, d'Irlandais et d'autres, donc une alliance qui est plutôt marquée païenne. Il y a aussi des chrétiens dans son alliance, mais il y a quand même un étiquetage païen avec les Saxons, les Pictes, les Irlandais, qui est intéressant, qui va survivre jusqu'à la mort Arthur. Et qui érige Mordred en un anti-Arthur, parce que finalement, Arthur et son père Uther sont ceux qui ont repoussé les Saxons, Saxons qui avaient été invités en Grande-Bretagne par Vertigier, par Vortigern. Donc Mordred est un nouveau Vortigern, en fait, un nouveau Vertigier, qui redissout le royaume de l'ogre breton en réinvitant les Saxons. Donc c'est assez intéressant, il y a une circularité qui est déjà instaurée par Geoffroy. Mais en tout cas, avec cette alliance en partie païenne, Mordred affronte Arthur à Richborough, où Gauvin la... Puis Mordred s'enfuit, il affronte à nouveau Arthur à Winchester, et à ce moment-là, la reine, craignant la colère d'Arthur, se réfugie dans un couvent, où elle devient nonne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la mort Arthur, même si c'est pour des raisons un petit peu différentes. Mordred fuit à nouveau, enfin, il y a donc une troisième bataille, en Cornouailles, au bord du fleuve Camblan. Donc le Camlan des Annales Cambriae, qui est un lieu qu'on n'a pas réussi à situer accessoirement, devient le fleuve Camblan, qui est complètement fictif, chez Geoffroy. Il périt finalement, mais Arthur est grièvement blessé, et Arthur est en Avalon pour y être soigné. Donc il n'y a pas de mort d'Arthur chez Geoffroy spécifiquement. Le successeur d'Arthur, qui est Constantin, fils du duc de Cornouailles Cador, à ce moment-là, pourchasse et tue les deux fils de Mordred, qui tentent de s'emparer de Londres et de Winchester. Donc le motif des deux fils de Mordred, qui semble un événement un peu adventice à la fin de la mort Arthur, remonte lui aussi à Geoffroy. Donc il a un côté un peu bancal dans la mort Arthur, mais en réalité il sert aussi à quelque chose dans la logique de la mort Arthur, dans l'économie de la mort Arthur, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais il vient directement de... donc c'est important de bien identifier ces données galfridiennes finalement, qui se concentrent presque exclusivement dans le dernier tiers de la mort Arthur, et qui expliquent en grande partie de demander l'aide de Lancelot. Alors, c'est dans le régime de la mort Arthur, dans l'économie de la mort Arthur, ramener Lancelot à ce moment-là changerait toute l'histoire en fait, parce que Lancelot arriverait à vaincre Mordred et ses fils et sauverait la vie d'Arthur. Excuse-moi un instant. Oui. Il y a eu une coupure de son. Ah mince, à quel moment? À partir du moment où tu expliques que Constantin tue les deux fils de Mordred. D'accord, ça marche. Donc je reprends, puisque le son a été coupé. Donc je disais, donc Constantin tue les deux fils de Mordred, et ça c'est un élément qui est repris presque tel quel, évidemment pas avec Constantin, mais avec Lancelot, qui est repris dans la mort Arthur. Donc c'est intéressant parce que c'est un épisode qui peut paraître un peu adventice, un peu étrange, un ajout un peu tardif, disons qui vient un peu tard dans le récit de la mort Arthur, mais c'est parce qu'il vient de Geoffroy. Et toutes ces données galfridiennes, elles sont, le rédacteur de la mort Arthur les intègre principalement et presque exclusivement dans le dernier tiers de la mort Arthur. Donc ce virage galfridien dans le dernier tiers de la mort Arthur explique
en grande partie le changement de ton, de rythme, de régime narratif dans ce dernier tiers, un certain nombre de choix aussi, comme l'exclusion de Lancelot dans ce dernier tiers, qui s'explique un peu difficilement. Arthur explique qu'il ne veut pas faire appel à Lancelot à ce moment-là parce que c'est trop gênant, c'est trop compliqué. L'explication passe un peu vite dans le roman et elle n'est pas parfaitement satisfaisante, mais c'est à cause de ce choix d'intégrer le modèle galfridien, en fait. D'où Lancelot est exclu, puisque Lancelot n'existe pas chez Geoffroy. Et il va de soi que si Lancelot avait été présent pour les ultimes batailles contre Mordred, le cours de la guerre et le destin du royaume d'Arthur auraient été complètement différents dans la logique du cycle Vulgate, puisque le lecteur sait bien que Lancelot pulvériserait Mordred et qu'il n'y aurait pas la catastrophe n'ait pas lieu. Donc il faut exclure Lancelot, à la fois pour que le royaume s'effondre, mais aussi pour pouvoir reprendre ce modèle galfridien. Donc, avant d'arriver à la mort Arthur, il y a une dernière étape qui explique un peu les choix de la mort Arthur. C'est le Dido Perceval. Alors, je le prends un petit peu avec des pincettes, celui-ci, parce que il n'est pas certain à 100% que le Dido Perceval ait été rédigé avant la mort Arthur, en fin de compte. Pendant un certain temps, on a présenté la trilogie de Robert de Boron, Joseph d'Arimathie, Merlin, Perceval, comme en quelque sorte le prototype du cycle Vulgate, et on trouve parfois dans la critique l'idée que cette trilogie existe intégralement au cycle Vulgate, mais en réalité, comme le Dido Perceval n'a probablement pas été écrit par Robert de Boron, et que les mises en prose des deux premiers romans de Robert de Boron sont difficiles à dater, on n'est pas obligé de considérer que le cycle Vulgate connaissait le Perceval en prose, ou Dido Perceval. Mais il y a un ou deux choix qui sont faits par le Dido Perceval qui semblent assez avoir influencé la mort Arthur, quand même. Donc qui penche en faveur d'une rédaction préalable du Dido Perceval. Donc le Dido Perceval, ou Perceval prose, a été rédigé dans le premier tiers du XIIIe siècle. Il est assez difficile à situer en dehors de ça. Et il vient compléter ce qu'on appelle la trilogie arthurienne dite de Robert de Boron, même si il a sans doute pas été voulu ou prévu par Robert de Boron lui-même. Après un Joseph d'Arimathie et un Merlin qui se passe surtout à l'époque pré-arthurienne, le Dido Perceval vient boucler la fabula arthurienne de manière très brève, avec une quête du Graal qui se fonde en partie sur la deuxième continuation Conte du Graal de Vauchier, et qui se focalise presque exclusivement sur les aventures de Perceval. Mais ce Dido Perceval se termine par une petite mort Arthur en clôture, après l'accomplissement de la quête du Graal par Perceval. Et cette petite mort Arthur, qui est la première version en prose, donc en prose française, de la mort d'Arthur, et la première version en français de la mort d'Arthur, si le Dido Perceval est bien plus ancien que la mort Arthur. Cette petite version reprend très fidèlement les données de l'Historia Regulae. On est vraiment dans une reprise, et de Vasse, on est dans une reprise presque terme à terme des données narratives. Même si les batailles entre Arthur et Mordred, il y en a bien 3, là aussi, mais elles ne se déroulent pas tout à fait dans les mêmes lieux géographiques, et l'ultime bataille se déroule en Irlande, ce qui est là aussi une sorte de rattachement idéologique de Mordred au monde païen, au monde antichrétien, puisqu'il se réfugie chez un roi irlandais. Alors il y a deux innovations intéressantes dans le Dido Perceval, l'une qui n'a aucune postérité dans la tradition, et l'autre qui au contraire a une postérité intéressante, très intéressante même. Donc la première innovation, c'est la fin un peu sui generis du Dido Perceval, où Perceval, qui a survécu à la destruction du royaume, mais qui a disparu d'ailleurs pendant les derniers événements, il est complètement absent de la petite mort Arthur, du Dido Perceval, réémerge et ermite, en quelque sorte, se retire pour devenir un prud'homme, et retrouve Merlin, qui existe toujours, qui ne disparaît pas dans la trilogie de Robert de Boron, mais qui est lui aussi complètement absent de la petite mort Arthur finale, mais il réémerge à la fin pour se retirer dans son esplumoir à proximité de l'ermitage de Perceval. Donc cet esplumoir a fait couler beaucoup d'encre dans la critique moderne. Il réapparaît dans Mérogis de Raoul
mais c'est un motif qui n'a pas une postérité très forte dans la tradition arthurienne centrale. L'autre innovation intéressante du Dido Perceval, qui est moins frappante et qui a été un peu moins discutée parce qu'elle est moins énigmatique que ce mystérieux esplumoir, c'est que le Dido Perceval est le premier texte dans la tradition arthurienne à établir une connexion causale entre l'accomplissement de la quête du Graal et la fin des aventures et la chute du royaume arthurien. Et ça, c'est vraiment fondamental. Très explicitement, dans le Dido Perceval, c'est à cause de la fin des aventures du Graal qu'Arthur va se lancer dans de nouvelles conquêtes militaires, en fait. Il a peur que la table ronde s'écroule, en fait, et que ses chevaliers partent chacun dans leur direction, chacun vers leur fief, chacun vers leurs propres activités. Et donc, il part guerroyer en France pour conserver l'unité de la table ronde. C'est à ce moment-là que Mordred entre en scène pour assumer la régence, puis usurper le trône, séduire Guenièvre, etc., etc. Donc il y a une connexion très claire qui est établie ici, et cette connexion, elle est reprise évidemment telle qu'elle, selon des modalités un peu différentes, mais la connexion elle-même entre accomplissement de la quête du Graal, fin des aventures et déchéance du royaume est reprise en l'état par la mort Arthur. Donc ça, c'est l'indice le plus fiable pour une préséance chronologique du Dido Perceval, que la mort Arthur semble reprendre ce motif au Dido Perceval. Donc, que fait la mort Arthur dans ce contexte déjà relativement riche, d'une tradition relativement riche autour de la mort d'Arthur, tradition cléricale, latine, tradition déjà en vernaculaire, en langue d'oïl, avec le Dido Perceval, mais tradition aussi tâtonnante en langue d'oïl, puisque évidemment le roman arthurien en vers ne s'intéresse pas aux confins de la fabula arthurienne. Les origines d'Arthur ne vont être traitées en vers que dans le Merlin de Robert de Boron, alors qu'on est déjà en train de glisser vers la forme prose, évidemment, puisque c'est un des premiers romans arthuriens à être mis en prose. Et quant à la fin du royaume arthurien, elle n'est jamais traitée dans la tradition en vers, à moins que le Dido Perceval ait eu un original en vers, mais il n'y a pas de raison de le croire. Donc, on est à la fois dans quelque chose d'un peu expérimental avec la mort Arthur, mais aussi dans une logique de consolidation du donné préexistant. Donc, la mort Arthur innove et consolide à la fois. Toujours dans cette logique d'amplification, comme je disais. On n'exclut pas, on ajoute des nouvelles choses. Donc, la mort Arthur reprend la grande majorité de ces données. Elle reprend la trahison de Mordred, qui est essentielle évidemment, la campagne d'Arthur sur le continent, mais selon des modalités un peu différentes, l'idée qu'Arthur est emporté en Avalon à la fin, etc. Donc il y a déjà une tradition, une sorte de cahier des charges que sans doute l'auteur de la mort Arthur se sent obligé de respecter, en fait, tout simplement. Il y a des attentes du public qui ont déjà été établies. Mais la mort Arthur propose aussi quelques modifications stratégiques. Les guerres qui clôturent le règne d'Arthur sont redéfinies. Il y a bien une guerre contre Mordred, mais les premières guerres qui vont marquer le début de la fin vont être contre Lancelot, évidemment. Et évidemment, l'introduction de Lancelot dans la logique finale du royaume arthurien va bouleverser complètement la donne, mais je vais en reparler spécifiquement bientôt. Les batailles finales se déroulent toutes dans le sud de la Grande-Bretagne, donc on est dans une espèce de, pas un mouchoir de poche géographique, mais presque, dans une géographie beaucoup plus réaliste que celle des textes précédents. Il n'y a plus la Camlann mythique, il n'y a plus l'Irlande, il n'y a plus cette espèce de déplacement jusqu'en Cornouailles, chez Geoffroy. On passe de Douvres à Winchester, Salisbury, etc. Donc d'abord le sud-est, puis le sud-ouest britannique, mais ça reste une géographie très réaliste. Arthur meurt dans la mort Arthur explicitement, c'est ramené d'Avalon pour être enterré, donc il n'y a pas d'espoir d'un retour d'Arthur, à moins que vraiment on cherche un peu à lire entre les lignes du texte, on ne voit jamais la dépouille d'Arthur stricto sensu, donc on peut considérer que le texte joue encore un tout petit peu avec le mythe du retour potentiel d'Arthur, que peut-être que sa tombe est une tombe fictive, mais les choses sont quand même
presque les plus explicites possibles. Et surtout, donc, la mort Arthur, à cause de son appartenance au cycle Vulgate, ajoute 2 données fondamentales qui vont complètement bouleverser la donne et l'équilibre des volumes dans la mort Arthur. C'est d'abord que Lancelot joue un rôle désormais central, même plus important que Mordred en réalité, même s'il a une culpabilité moins grande. On reparlera un peu de ça. Et puis, surtout, énorme innovation de la mort Arthur autour de la tradition de Mordred. Mordred, en plus d'être le neveu d'Arthur dans la mort Arthur et dans le cycle Vulgate, est également son fils incestueux. La mort Arthur fait assez peu de choses de cette origine incestueuse. C'est une des choses qui est intéressante, c'est qu'elle reste assez discrète sur cette incestueuse, qui est mentionnée, qui est clairement secrète, qui est plus ou moins révélée sur la fin. Mais la mort Arthur appuie assez peu, c'est peu en lumière cette innovation. Et c'est une innovation qui est déjà mentionnée dans le dernier tiers du Lancelot en prose, mais là aussi de manière assez discrète. Et c'est plus tard la suite Vulgate du Merlin qui aura, et puis la suite post-Vulgate, etc., qui vont vraiment enrichir ce motif, et notamment le lien avec une culpabilité d'Arthur, etc., l'inceste comme originel, et ainsi de suite. Mais la mort Arthur reste un peu en retrait, en disant voilà, c'est son fils incestueux, c'est intéressant. Ça joue sur des motifs qui sont populaires à l'époque, par exemple dans le domaine de la chanson de geste, autour de l'origine incestueuse de Roland, qui est pas dite explicitement dans les textes les plus anciens, comme la chanson de Roland, mais qui commence à émerger à cette époque, l'idée que Roland est le fils incestueux de Charlemagne. Donc ça entre en écho avec des préoccupations autour des liens avinculaires, etc. Mais la mort Arthur, comme je disais, appuie assez peu sur ce point. Donc ça, c'est intéressant aussi, cette relative discrétion, cette mise en retrait de l'inceste. Mais surtout, ces 2 données se pérennisent dans la tradition subséquente de manière très forte. Lancelot devient un élément inextricable de la mort d'Arthur par la suite, et Mordred devient inextricablement le fils incestueux d'Arthur par la suite, même si en fait la tradition subséquente va en fait changer assez peu. La mort d'Arthur donne à bien des égards la version canonique de la mort d'Arthur. Donc voilà, justement, la mort d'Arthur et le cycle Vulgate dans son ensemble contribuent à établir un canon arthurien très fortement dans la tradition médiévale à la fois française et européenne. C'est-à-dire, la mort d'Arthur va une version canonique de la fabula, aidée en cela par le succès massif du cycle Vulgate jusqu'à la Renaissance. À bien des égards, la mort d'Arthur va écraser en fait toute compétition potentielle. On va pas essayer de réinventer la mort d'Arthur de fond en comble après la rédaction de la mort d'Arthur. Même Thomas Malory, à la fin du Moyen-Âge, en moyen anglais, dans son Morte d'Arthur, à reprendre pour l'essentiel les données de la mort d'Arthur. Et alors, il suit pas de manière aussi littérale la mort d'Arthur qu'il ne le fait pour la caste, par exemple, mais il bouleverse un petit peu les choses. Il introduit notamment l'enlèvement de la reine par Méléagant dans la période post-caste, ce qui est intéressant. Il ajoute un autre petit épisode dont l'origine est inconnue, mais pour l'essentiel, c'est vraiment le canevas narratif de la mort d'Arthur qui est repris de manière abrégée, avec toute la même logique narrative, avec un peu moins de distraction, si on veut. C'est une version plus affinée, mais on a toujours la demoiselle d'Escalote, etc. Et évidemment, Thomas Malory, comme pour beaucoup de choses dans la tradition arthurienne, va pérenniser du coup les données de la mort d'Arthur pour la période post-médiévale à travers le filtre de son Morte d'Arthur. Il y a eu quelques tentatives de réinvention autour de la chute du royaume arthurien, mais elles sont demeurées extrêmement marginales. Il y a les versions post-Vulgate de la qui existe de manière marginale et qui essaye de mieux intégrer le donné tristanien dans le donné arthurien, mais qui ne change pas vraiment les choses en réalité par rapport à la mort d'Arthur. Et puis il y a le cas, le cas célèbre du Mirreur des histoires de Jean d'Outremeuse, qui reste extrêmement localisé évidemment dans la région de Liège, où Jean d'Outremeuse réintroduit Lancelot. Il veut suivre les chroniques galfridiennes vassiennes. Il introduit quand même Lancelot, et puis c'est Lancelot finalement qui punit Mordred. Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est évidemment extrêmement intéressant en soi, mais c'est absolument pas une version qui est en mesure de rivaliser avec la canonisation du cycle Vulgate.
Alors, justement, le cycle Vulgate, j'en ai parlé un petit peu jusqu'à présent, mais il va de soi qu'on peut pas pleinement comprendre la Mohartu sans le réinsérer dans le cycle Vulgate. Et c'est un petit peu le travail d'équilibriste qu'il faut faire dans le cadre d'une inclusion de la Mohartu dans un programme d'agrégation, finalement. C'est que la Mohartu est un roman autonome, qui fonctionne très bien de manière autonome, mais qui appartient à ce cycle, en fait, et dont la rédaction est entièrement motivée par l'appartenance à ce cycle. Et dont un grand nombre des fils narratifs sont des résolutions de problèmes qui ont été qui sont nés plutôt dans le cycle, en amont, en fait. Donc, je suis pas en train de dire qu'un agrégatif devrait lire la totalité du cycle Vulgate, c'est une ambition extrêmement irréaliste, mais bon, c'est important quand même de connaître cet ancrage. J'argumenterai, mais je reviendrai là-dessus, mais j'argumenterai que les étudiants agrégatifs gagneraient sans doute à lire au moins la case d'El Saint Graal dans le cadre de leur exploration de la Mohartu. Mais je reviendrai sur le diptyque case d'El Saint Graal Mohartu bientôt. Donc, le cycle Vulgate, comme on le sait, a été conservé dans environ 150 témoins manuscrits. Donc, quand je dis 150 témoins manuscrits, c'est des manuscrits contenant au moins romans du cycle Vulgate, donc ils sont très rarement conservés tous ensemble, mais en les mettant tous les manuscrits ensemble, on en a à peu près 150, auxquels il faut ajouter plusieurs éditions imprimées de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle. Et la Mohartu, en tout, dans les manuscrits, a été transmise dans une cinquantaine de témoins. C'est un des romans du cycle Vulgate les mieux conservés. Et le cycle Vulgate est un vaste ensemble romanesque, soit anonyme, soit pseudonyme, selon comment on le considère, écrit en collaboration. Je dis écrit en collaboration parce qu'évidemment, il y a un peu une doxa qui s'est établie autour de la notion de l'architecte proposée par Jean Frappier, qui est une notion extrêmement séduisante, hein, l'idée qu'il y a un maître d'œuvre du cycle Vulgate, ou du moins des trois derniers romans, Locast, Mohartu, qui aurait coordonné en quelque sorte les efforts des scribes sous son contrôle, mais ça reste improuvable en fait. Donc, qu'il y ait eu une collaboration, un travail d'atelier, c'est certain, puisque certains romans semblent avoir été rédigés presque simultanément en fait, mais la figure de l'architecte est une façon pour Jean Frappier, d'une certaine manière, de sauver l'idée d'un auteur unique, qui était la thèse de Ferdinand Lot. Hein, évidemment, Ferdinand Lot était convaincu qu'il y avait un auteur unique pour quasiment toutes les parties du cycle, hormis la suite Vulgate. Donc Frappier ménage un peu la chèvre et le chou avec l'architecte, qui est une hypothèse forte mais improuvable. D'autant plus qu'il prend il se fonde sur l'analogie de la cathédrale médiévale, la cathédrale gothique, qui fonctionne pas à 100%, puisque les cathédrales gothiques n'avaient pas justement la notion d'architecte au sens moderne du terme, fonctionne pas très bien pour les cathédrales gothiques non plus. On est plus dans un développement organique et collaboratif. Donc c'est peut-être à ça qu'on a affaire aussi dans le cycle Vulgate. Donc le titre de Vulgate arthurienne est attesté au moins depuis l'édition d'Oscar Sommer, et il souligne la popularité et la canonicité du cycle, qui va jusqu'à influencer la tradition anglaise. Et au-delà de la tradition anglaise, évidemment, mais je mentionne l'anglaise parce que c'est celle qui a le mieux survécu après la fin du Moyen-Âge. Et on trouve aussi le titre Lancelot Graal dans la critique, que j'utiliserai pas dans cette conférence, parce qu'il est parfois employé exclusivement pour désigner la trilogie Lancelot Cast Mohartu chez Micha, par exemple. Et cette même trilogie, Lancelot Cast Mohartu, est parfois juste appelée Lancelot en prose, ce qui prête à confusion avec le Lancelot en prose, spécifiquement le roman du Lancelot en prose, qu'on appelle parfois le Lancelot propre pour distinguer. Donc, j'utiliserai cycle Vulgate pour parler du cycle dans sa totalité, version longue, Lancelot Graal pour parler de la trilogie Lancelot Cast Mohartu, mais je ne pense pas que je l'utilise dans cette conférence, et Lancelot pour le roman de Lancelot. Évidemment, quand Lot ou Frappier ou Micha parlent
de ce cycle, ils ont tendance à exclure tel ou tel roman comme étant illégitime ou ne relevant pas du principe octorial premier, etc. Mais je ne m'intéresserai pas à ça aujourd'hui. Donc, en termes de contenu, le cycle Vulgate est évidemment composé de 5 ou 6 romans, selon la manière dont on compte. L'histoire d'El Saint Graal, qui raconte les origines du Graal en Terre Sainte et sa translation en Grande-Bretagne sous l'égide de Joseph d'Arimathie et de sa suite. Le Merlin Vulgate, composé du Merlin de Robert de Boron et d'une suite Vulgate beaucoup plus longue, qui nous emmène de la naissance de Merlin jusqu'à son enserrement du lac, par Viviane. Le Lancelot en prose, qui se focalise sur les aventures de Lancelot lui-même, de sa naissance jusqu'à sa maturité, autour de la guerre contre Clodas, l'usurpateur qui a usurpé le trône de Bénoïc, donc le trône légitime de Lancelot. Le roman de Lancelot, qui est extrêmement disparate, commence avec l'usurpation de Clodas et se termine par la victoire définitive contre Clodas, de nombreuses décennies plus tard. La caisse d'El Saint Graal, au contenu transparent, et la mort Arthur finalement. En termes de longueur, en termes de dimension, La mort Arthur est un des romans les plus courts du cycle. Comme je l'ai déjà dit, il fait le choix de la brièveté. Il fait ce choix de la brièveté avec La caisse d'El Saint Graal. Les deux romans, Mort Arthur et Caisse d'El Saint Graal, ont des dimensions comparables. C'est-à-dire qu'une Mort Arthur est aussi longue qu'une caisse, et elle est aussi longue qu'une moitié d'Histoire d'El Saint Graal, ou une moitié de Merlin Vulgate. Et les écrits du cycle Vulgate en attestent, qui utilisent souvent une division en 3 volumes, en utilisant justement ces équilibres. Une Mort Arthur est égale à un 6e d'un Lancelot en prose. Donc très souvent dans les manuscrits du cycle Vulgate, on a un volume Histoire Merlin Vulgate, un second volume avec les 2 premiers tiers du Lancelot, et un 3e volume de la même longueur que les 2 autres, avec le dernier tiers du Lancelot, qu'on appelle l'agravin ou la préparation à la caste, mais qui est en fait qui joue une fonction volumique, en fait, dans la plupart des manuscrits. C'est pour ça qu'il est souvent à part. Dernier tiers du Lancelot, caste Mort Arthur. Donc, la Mort Arthur, en termes de dimension à l'échelle du cycle, joue presque le rôle de codicile, en fait, de pair avec la caste. C'est un roman extrêmement bref et extrêmement concentré par rapport au reste. L'ordre supposé de composition reste extrêmement flou, mais l'hypothèse la plus solide, c'est évidemment le Merlin de Robert de Boron qui a été écrit auparavant, en position 0. Et puis le premier tiers du Lancelot, qu'on considère que ce premier tiers ait été un Lancelot non cyclique ou pas, à l'origine, c'est pas important. Puis dans un deuxième temps, le reste du Lancelot, peut-être en chevauchement avec la caste et la mort Arthur. La caste et la mort Arthur ont probablement été rédigées à peu près en même temps, la mort Arthur peut-être après la caste, mais ça reste proche. Donc il y a probablement un travail d'atelier un peu simultané autour de ces 3 éléments, fin du Lancelot, caste, mort Arthur. Puis l'histoire d'El Saint Graal, à moins, hypothèse de Ferdinand Lotte et de Jean-Paul Ponceau, qu'elle a été écrite avant la caste. Et puis finalement la suite Vulgate du Merlin, qui semble avoir vraiment été rédigée tout à la fin. Donc La mort Arthur est déjà un roman un peu conclusif, en quelque sorte, qui vient conclure un certain ordre narratif avant que l'écriture revienne aux prémices du cycle, avec l'histoire et la suite Vulgate. Ce qu'introduit le cycle Vulgate, et qui est évidemment fondamental dans La mort Arthur, et qui explique quasiment toute l'économie narrative de La mort Arthur, c'est le personnage de Lancelot, qui sert de nexus dans La mort Arthur, il n'est pas responsable de toutes les crises. Dans La mort Arthur, il n'est pas responsable à lui seul de l'effondrement du royaume d'Arthur, et on peut argumenter qu'il n'est pas du tout responsable de l'effondrement, mais il concentre autour de lui toutes les crises du roman, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins à distance. Et ça, c'est évidemment l'innovation principale, l'une des innovations principales de La mort Arthur dans la tradition, mais une innovation qui n'est pas du cru de La mort Arthur en quelque sorte. C'est une innovation qui relève du cahier des charges du cycle Vulgate. L'auteur de La mort Arthur est obligé de donner une place majeure à Lancelot, puisqu'il doit gérer ce personnage qui est le personnage absolument majeur du cycle jusqu'à ce stade. Donc La mort Arthur, certes, elle vient raconter la mort
et son titre peut un peu nous induire en erreur. Hein. Bon, mais c'est un titre qui est présent dans le texte lui-même. Hein. C'est pas une invention moderne, la mort le roi Arthur. Mais le titre peut nous induire en erreur en pensant que ce roman va traiter principalement de la mort d'Arthur, quand en fait, à l'échelle cyclique, il vient surtout clore une longue biographie de Lancelot, qui a été entamée au début du roman, qui porte son nom. Et à ce stade du cycle, sans doute que l'histoire d'El Saint-Graal et le Merlin Vulgate n'ont pas été rédigés. Donc on est à un moment du cycle où l'idée c'est que le cycle va traiter principalement de Lancelot. Et peut-être en termes d'histoire littéraire, en termes d'un point de vue génétique, on pourrait argumenter que la mort Arthur, en intégrant cette histoire de Lancelot dans l'histoire de la chute du royaume, permet au cycle Vulgate de déployer ensuite un propos plus large qui dépasse la vie de Lancelot. Et qu'en fait, la mort Arthur offre les conditions de possibilité de l'histoire d'El Saint-Graal et du Merlin Vulgate, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois que la mort Arthur a été rédigée, on voit que la silhouette du cycle n'est plus unique une vie de Lancelot, mais devient unique du royaume d'Arthur dans sa totalité, à son début. Ensuite. Donc la mort Arthur apporte le Merlin Vulgate et l'histoire d'El Saint-Graal. D'une certaine manière. En tout cas. Donc la mort Arthur est à la fois un récit de la chute du royaume arthurien et un récit de la fin de la vie de Lancelot. Et elle va combiner ces éléments de manière intéressante et pas toujours de manière fluide d'ailleurs, lisse. C'est ça qui est intéressant. Lancelot est évidemment l'élément central qui permet à l'auteur de la mort Arthur de reconfigurer les données traditionnelles sur la mort d'Arthur en profondeur. Tout d'abord, première modification qui est nécessaire, c'est que Guenièvre, qui est l'amante fidèle de Lancelot, depuis le Lancelot en prose, ne va plus se laisser séduire par Mordred. C'est pas pensable que Guenièvre se laisse séduire par Mordred. Puisque la fidélité de Guenièvre à Lancelot est un donné fondamental du cycle. Que le cycle emprunte évidemment au chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes, qui est toujours présent à l'horizon. Autre évidemment, c'est que une solution que le mort Arthur aurait pu adopter, c'est d'évacuer complètement le personnage de Mordred, qui est un personnage beaucoup plus secondaire dans la mort Arthur de toute façon, par rapport à la tradition antérieure. Donc il y avait moyen d'évacuer Mordred et de remplacer Mordred par Lancelot, finalement, puisqu'on a déjà un amant adultère de Guenièvre. Pourquoi ne pas simplement mettre Lancelot dans ce trou Mordred? Mais ça, évidemment, ça ne fonctionne pas non plus, puisque Lancelot est dans tout le cycle Vulgate, toute la trilogie Lancelot-Graal, est érigé en modèle de chevalerie, uniquement dépassé par son fils Galahad, mais qui, Galahad, représente une différence de nature, c'est le représentant ultime de la chevalerie célestielle, mais Lancelot reste le parangon de la chevalerie terrienne, le chevalier qui concentre toutes les vertus, et bien évidemment impensable dans ce contexte que puisse trahir Arthur à ce point, en fait, et puisse vouloir usurper le trône d'Arthur. C'est absolument pas cohérent avec l'économie générale du personnage Lancelot. Donc la mort Arthur a besoin de Mordred, d'un certain point de vue, parce qu'il y a besoin d'un méchant, tout simplement, rôle que l'on ne peut pas remplir. Et en même temps, elle va aussi limiter l'importance de Mordred. Et changer complètement la dynamique avec Guenièvre en créant une dynamique beaucoup plus intéressante finalement, qui est la dynamique extrêmement violente, hein, avec une genrée de Mordred envers Guenièvre, qui finit par se réfugier dans la tour de Londres. Donc ça donne beaucoup d'épaisseur, beaucoup de subtilité au récit, uniquement à cause des contraintes imposées par le cycle en fait. Donc la mort Arthur, comme je disais, minimise le rôle de Mordred dans la chute du royaume en instaurant une double crise. Pas une crise unique, qui est la crise qu'on retrouve chez Geoffroy, mais une double crise. D'une part, la révélation de l'adultère de Lancelot et de Guenièvre, et d'autre part, l'usurpation du trône par Mordred. Et la première crise, c'est la crise fondamentale qui va nourrir la deuxième et qui va donner les conditions de possibilité de la deuxième. Et je ne parle pas de l'intertexte tristanien dans cette conférence, mais évidemment, la première crise, celle de la révélation de l'adultère de Lancelot et de Guenièvre, elle évidemment se construit par rapport à un intertexte qui n'est plus du tout galfridien, plus du tout celui du motif de la mort d'Arthur, mais qui est celui par analogie de Tristan et Iseult.
Autre point sur lequel la mort Arthur est tributaire du cycle Vulgate, c'est le rapport entre ce roman et le roman qui le précède immédiatement, La Queste del Saint Graal. La mort Arthur et La Queste sont presque toujours copiés ensemble dans les manuscrits. C'est deux romans qui vont main dans la main dans la tradition manuscrite de manière très massive statistiquement. Et la mort Arthur est largement tributaire de ce qui se déroule dans La Queste. C'est le seul roman du cycle Vulgate qui fait une référence, qui au début fait une référence massive, explicite à ce qui s'est passé dans le roman précédent. Même La Queste del Saint Graal, qui pourtant enchaîne directement avec la fin du Lancelot en prose, enchaîne de manière plus discrète en quelque sorte, sans faire beaucoup de grosses références appuyées à ce qui a précédé. Il y en a évidemment, mais dans La mort Arthur, on est complètement dans la référence à la Queste. D'abord dans le prologue méta-littéraire autour de Gauthier Map, puisque Henri II lui dit maintenant que vous avez rédigé La Queste del Saint Graal, il vous racontiez la fin du royaume d'Arthur, mais aussi dans la scène d'ouverture à la cour d'Arthur, où les chevaliers de la table ronde rentrent à la table ronde et découvrent l'ampleur de leur perte, en fait. Bohort raconte ce qui s'est passé en Terre Sainte, et Gauvin avoue qu'il a tué le roi Aigu ainsi que plusieurs autres chevaliers. Donc tout le paradigme initial de la mort Arthur vient s'explique par les retombées presque radioactives de la Queste del Saint Graal. Donc la mort Arthur est largement tributaire de ce qui se déroule dans la Queste, mais en même temps elle lui tourne le dos. Elle tourne le dos au monde de la Queste et au paradigme idéologique de la Queste, en revenant au monde sublunaire et à la chevalerie terrienne. Donc on rejette finalement la réflexion eschatologique de la Queste, on rejette la chevalerie célestiale, enfin on la rejette pas, c'est juste ces choses-là ne sont plus disponibles aux héros arthuriens et aux personnages arthuriens, et on revient donc aux affaires de cour et de cœur qui avaient été non seulement exclues de la Queste, mais qui avaient été condamnées. La Queste condamne explicitement l'amour de Lancelot et de Guenièvre en expliquant qu'il est d'origine démoniaque finalement, et que Lancelot aurait pu être le chevalier parfait s'il n'avait pas aimé Guenièvre. Donc l'amour de Guenièvre, qui dans le Lancelot en prose est présenté comme la condition de possibilité de l'héroïsme de Lancelot, devient en réalité son plus gros obstacle dans la Queste del Saint Graal. Et la mort Arthur fait comme si la Queste del Saint Graal la Queste del Saint Graal n'existait pas, en fait. L'amour de Guenièvre reste problématique dans la mort Arthur, mais il redevient quand même la condition de possibilité de la valeur de Lancelot et de sa grandeur. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rejet de certaines des propositions idéologiques formulées par la Queste del Saint Graal. Rejet implicite ou d'une espèce de cécité sélective. Donc la brièveté comparable des deux romans, Queste et mort Arthur, leur donne une sorte de rôle de double conclusion au cycle Vulgate. Une première conclusion spirituelle et catastrophique, si on veut, et une seconde séculière et discatastrophique, ou du moins largement discatastrophique. La Queste adoptait un schéma narratif eschatologique plutôt ascendant, où on va du pire au mieux, et la mort Arthur, en revanche, adopte un schéma narratif post-lapsaire, si on veut, donc descendant, ou largement descendant. C'est plus compliqué, puisque l'arc descendant de la mort Arthur peut être contrecarré par le salut individuel d'un nombre limité de personnages, notamment Lancelot au premier chef, qui est emporté au paradis à la fin lorsqu'il cède, mais on est dans une logique générale plutôt descendante, qui est juste contrecarrée de manière ponctuelle par certains personnages auxquels il faut bien donner une fin positive. J'ai mis une référence bibliographique, mais cette idée d'un schéma eschatologique ascendant et d'un schéma post-lapsaire descendant, c'est quelque chose qui est que Northrop Frye développe beaucoup dans le Grand Code, et qui, je pense, s'applique assez bien à la mort Arthur pour comprendre le schéma narratif global du roman. Donc la question qui se pose à ce stade, c'est: est-ce que La mort Arthur est un roman autonome, ou est-ce que c'est la dernière partie d'un cycle? Est-ce qu'on peut étudier La mort Arthur de manière autonome? La réponse évidemment est oui, mais il y a ce jeu d'équilibriste un peu compliqué qui est toujours présent. En fait, le propre d'un roman cyclique comme La mort Arthur, c'est de fonctionner simultanément en autonomie et comme partie intégrante d'une fabula plus vaste qui la dépasse. La mort Arthur doit à la fois... La mort Arthur a une sorte de cahier des charges double.
Elle doit à la fois élaborer sa logique interne et sa tonalité propre, construire des conflits en interne et les résoudre en interne. Et en tant que roman final du cycle Vulgate, elle doit aussi respecter un cahier des charges établi par les romans précédents, notamment autour de la personnalité des personnages. Comme on l'a vu, Lancelot ne peut pas se comporter comme Mordred, par exemple. Elle doit aussi résoudre certains conflits et fils narratifs qui la précèdent et dont elle n'est pas maîtresse. Le plus évident de ces conflits, c'est l'adultère entre Lancelot et Guenièvre, en fait. C'est une donnée absolument fondamentale du Lancelot en prose, à laquelle il faut bien régler son compte dans La Mort Arthur. Et elle concentre beaucoup de ses efforts là-dessus. Donc, à l'échelle du cycle, La Mort Arthur raconte la fin de la vie de Lancelot, commencée dans le Lancelot, la chute du royaume d'Arthur, du royaume qu'Arthur a consolidé dans le Merlin Vulgate, le récit des retombées de la caisse d'El Saint-Graal, et plus globalement, une sorte de coda en demi-teinte après l'épuisement de l'histoire du Graal qui a été entamée dans l'histoire d'El Saint-Graal. Qu'on considère que La Mort Arthur a été rédigé avant ou après certains de ses romans d'ailleurs. Le cycle crée ses propres logiques en interne une fois qu'il est entièrement achevé. Ce que je dirais, c'est que le cycle, l'intégration cyclique de La Mort Arthur est un facteur de complexité pour ce roman. Et qu'une grande partie de la complexité et de l'ambiguïté narrative de ce roman vient de cet ancrage. Donc il n'y a pas besoin de connaître le cycle Vulgate pour voir ça, mais ça explique de manière un peu pratique pourquoi La Mort Arthur est tellement complexe. C'est que chaque choix opéré par La Mort Arthur est interprétable à l'aune de ces différents rôles narratifs. Plusieurs des aspects les plus riches et les plus complexes de La Mort Arthur s'expliquent par cette insertion cyclique. Tout d'abord, comme j'ai dit, le besoin de donner un rôle majeur à Lancelot, tout en évitant de trop noircir son image, la représentation nuancée de l'adultère et la réticence d'Arthur face aux preuves du crime, le caractère complexe de Guenièvre, qui n'est pas une simple traîtresse infidèle, comme chez Geoffroy, l'alternance des régimes narratifs, les tournois, les procès, les guerres, etc., la rivalité entre la famille de Gauvin et celle de Lancelot, qui est présente en puissance dès le Lancelot en prose, la réduction de Mordred à un rôle de catalyseur, un rôle presque d'outil narratif, et la focalisation sur les causes internes de la catastrophe. C'est sans doute ça le point le plus intéressant, c'est que le cycle Vulgate a créé un univers de fiction tellement richement complexe qu'il peut se permettre de construire sa propre catastrophe interne à partir des données, à partir des personnages, à partir de leur dynamique interne, en fait. Plutôt que de devoir introduire un perturbateur externe comme les Romains, par exemple, la guerre contre les Romains chez Geoffroy, qui sert de déclencheur externe avant que Mordred puisse accéder au trône. La Mort Arthur n'a pas besoin de ça, elle a déjà tout ce qu'il faut à disposition. Alors, je voudrais parler maintenant, je voudrais parler un peu d'un certain nombre de compositions thématiques dans La Mort Arthur. Tout d'abord, quelques points sur la façon dont ce roman se construit, justement, en lien avec cette idée qu'il y a plusieurs exigences narratives qui sont à l'œuvre, plusieurs mécaniques, plusieurs cahiers des charges qui jouent au sein de cette Mort Arthur. Donc, comme je le disais, La Mort Arthur doit faire plusieurs choses. Dépeindre le monde d'après la caste, résoudre le problème de l'adultère, raconter la chute du royaume d'Arthur, raconter la vie de Lancelot. Et La Mort Arthur, de manière intéressante, va remplir ses fonctions tantôt simultanément, tantôt par éclipse, en fait. Donc il y a des moments du récit où La Mort Arthur fait plusieurs choses à la fois et combine plusieurs de ses exigences, et il y a des moments où, au contraire, elle va en abandonner certaines et passer à d'autres. Et ça explique en grande partie la structure d'ensemble du roman. Donc ce cahier des charges informe la composition de La Mort Arthur au sens où Michel Charles emploie le terme dans son ouvrage Composition sorti il n'y a pas très longtemps, donc l'idée d'un assemblage de parties dynamiques en fait, qui s'articule au fil de la lecture. En fait, le roman peut s'articuler en plus ou moins en 3 temps. Un premier temps qui va du début du roman à la révélation de l'adultère de Lancelot et de Guenièvre, révélation assez tardive dans le roman, en fait. Dans l'édition Lettres gothiques, c'est à la page 456, donc après un bon gros tiers du roman. Puis un deuxième tiers de la révélation de l'adultère jusqu'à la trahison de Mordred,
trahison de Mordred qui arrive très tard, donc, à l'aune du troisième tiers, et qui occupe le gros de ce troisième tiers. Donc 3 tiers assez bien équilibrés finalement, de longueur un peu égale selon l'endroit où on décide de couper. Et le premier tiers, d'une certaine manière, c'est le plus intéressant des 3. Parce que c'est celui qu'on peut appeler, par exemple, le petit roman d'Escalote, si on veut, parce qu'un de ces fils rouges qui disparaît complètement par la suite, c'est l'histoire de la demoiselle d'Escalote, qui est entièrement résolue à l'intérieur de ce premier tiers. Ce petit roman d'Escalote, il est intéressant parce que, d'une certaine manière, il sert à rien. C'est un premier tiers complètement dilatoire en apparence, dont les problèmes sont résolus à l'intérieur de ses propres limites, en grande partie. Et c'est un premier tiers, donc je reviendrai un peu sur ce problème, entre guillemets, du roman d'Escalote. C'est un premier tiers qui cherche avant tout à liquider l'héritage de la caste et à établir le nouveau paradigme de la table ronde. Donc fin des aventures, disparition des chevaliers célestiels, hormis Bohort, mais qui redevient un chevalier terrien en quelque sorte, épuisement de la transcendance, on est face à une table ronde elle-même, il n'y a plus de motivation externe, les chevaliers n'ont plus rien à chercher en dehors d'eux-mêmes, donc que vont-ils faire ? Cette première partie, elle est dominée par un motif narratif principal qui est les tournois. Elle est rythmée par les tournois. Tournoi de Winchester tout d'abord, tournoi, j'ai oublié le nom du deuxième, c'est pas grave. Et les tournois sont explicitement le substitut qu'Arthur invente aux aventures. C'est-à-dire, dès le début, le texte nous explique qu'Arthur, craignant que ses chevaliers n'aient plus rien à faire, maintenant que les aventures ont disparu, décide de les occuper avec des tournois. Donc ça, c'est quelque chose qui est repris potentiellement au Dido Perceval, sauf que dans le Dido Perceval, c'était la guerre. Mais les tournois conservent l'action interne, en fait, à la différence de la guerre, qui oblige à sortir du paradigme arthurien strict et aller vers d'autres territoires. Cette première partie, c'est celle qui est la plus classique du point de vue de la forme prose. Elle retient l'entrelacement narratif qui caractérisait la forme prose classique du Lancelot, avec une alternance de personnages, où on passe d'un personnage à un autre, d'une aventure à une autre, enfin, pas une aventure, hein, mais on s'entend, alternance qui est rythmée par l'instance anonyme et non anthropomorphe du conte, avec des formules classiques qu'on connaît bien, du style « attends, laisse, or, licomte »,« or, dit licomte », etc. Donc ces formules d'entrelacement, elles continuent dans les 2 autres tiers de la mort Arthur, mais la mécanique de l'entrelacement, qui consiste vraiment à alterner entre les aventures individuelles de tel ou tel chevalier, elle ne joue vraiment à plein que dans ce premier tiers. Donc on mime encore la mécanique de la forme prose traditionnelle dans ce premier tiers. Et l'histoire de la demoiselle d'Escalote, qui est un peu l'histoire autonome de ce premier tiers, elle permet à la mort Arthur de montrer la logique courtoise, aventureuse, qui tourne à vide, et qui est rendue mortifère. Donc il y a une meilleure thématique de cette histoire de la demoiselle d'Escalote. Cette demoiselle qui cherche l'amour, qui l'amour dans un paradigme arthurien classique, qui tombe amoureuse du meilleur chevalier au monde, et qui normalement devrait trouver le bonheur dans un paradigme arthurien classique, mais qui ne trouve que la mort en fait, et la déception est la mort. Et de manière un peu ironique et dérisoire, l'arrivée de l'embarcation qui contient le cadavre de la demoiselle d'Escalote à la cour est en quelque sorte le seul ersatz d'aventure que connaîtra la cour arthurienne dans cette période post-quest. À la page 406, même Gawain et Arthur se demandent, en voyant arriver cette mystérieuse barque, si les aventures ont recommencé en fait. Donc il y a une ironie dramatique extrêmement forte dans cet épisode. Toute l'histoire de la demoiselle d'Escalote sert à mettre en lumière cette mort des aventures en fait, et cette mort de la logique courtoise classique qui n'est plus soutenable en fait, qui à ce stade du cycle. Donc, cette première partie du cycle, ce qui est étrange, c'est qu'elle paraît dilatoire en apparence. Elle génère plusieurs conflits, il se passe des choses dans cette partie, elle n'est pas du tout calme, mais elle génère plusieurs conflits qui sont tous résolus les uns après les autres. L'adultère de Lancelot de Guenièvre est mentionné au début, ils reprennent leur adultère malgré les promesses d'abstinence de Lancelot dans la caste, et ils reprennent leur adultère avec imprudence, et certains s'en rendent compte, notamment à Gravin, mais ça ne mène à rien, en fait.
Arthur est confronté à des preuves indirectes de l'adultère. Agravin lui avoue, Morgane lui montre les fresques peintes par Lancelot dans son château, dans sa retraite forestière, et ainsi de suite. Mais il repousse sans cesse l'évidence en se fondant sur des indices assez faibles finalement, notamment la rumeur que Lancelot a pour amie la demoiselle d'Escalote. Mais ça suffit à Arthur, parce qu'Arthur ne cherche pas en fait contre Lancelot. Il est dans une logique de tant que l'adultère n'est pas public, n'est pas prouvé, Arthur n'a pas besoin de prendre le en fait. Donc il y a une prudence, une attitude dilatoire là aussi d'Arthur qui est assez forte. Donc, le risque du dévoilement de l'adultère est en quelque sorte montré comme ça, juste suggéré dans ce premier tiers, mais ne mène jamais à rien. De même, il y a une colère extrêmement grave de Guenièvre contre Lancelot dans cette partie qui peut rappeler des colères canoniques de Guenièvre contre Lancelot dans le Chevalier à la charrette, par exemple. Il y a un écho ici du Chevalier à la charrette. Colère de Guenièvre qui pense que Lancelot est l'amant de la demoiselle d'Escalote, mais qui là aussi est résolue à l'intérieur de ce premier tiers, lorsqu'elle découvre que ce n'est pas le cas. Lancelot est grièvement blessé à plusieurs reprises dans cette première partie, mais ça ne mène à rien non plus, il est guéri en fin de compte. Ça ne sert là aussi qu'à prolonger le récit. Le prophète qui empoisonne par erreur Gaëris de Caraeux à cause de la pomme empoisonnée qui était destinée à Gauvin. Le procès de Guenièvre par Mador de la Porte, frère de Gaëris, est lui aussi entièrement résolu grâce à l'intervention in extremis de Lancelot. Donc tous les indices de péril et tous les indices de conflit sont complètement réglés dans l'empan de cette partie. Donc on a envie de dire que cette première partie, ce roman d'Escalote, a une fonction essentiellement thématique, finalement, une fonction tonale, qui est de donner le là, de créer une atmosphère particulière, et de dire, voilà le nouveau régime dans lequel se situe la mort Arthur, voilà à quoi s'en tenir en fait. Donc on est quand même dans une logique d'instabilité, de fragilité et d'inquiétude en fait. Il y a un frémissement finalement dans cette première partie, une inquiétude tenace, qui va ensuite exploser par la suite. Alors je reviendrai un peu plus tard sur les fonctions de ce premier tiers, parce que on peut en trouver d'autres, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Second tiers. Le second tiers, c'est celui que, en restant dans la logique de trois petits romans semi-autonomes, ce second tiers, c'est celui qu'on peut appeler le roman de la Joyeuse Garde, puisque c'est là que se passe l'essentiel de son action, autour du siège de la Joyeuse Garde, où se sont réfugiés Lancelot et Guenièvre. Cette deuxième partie remplit en quelque sorte les promesses du début de la première. La première partie nous disait Lancelot et Guenièvre sont imprudents, on va se rendre compte de leur adultère, et le début de la deuxième partie finit par réaliser cette promesse. Ça y est, Lancelot et Guenièvre sont pris en flagrant délit grâce à un stratagème d'Agravin autorisé un peu à contre-cœur par Arthur. À ce stade-là, en état de flagrant délit, Arthur ne peut plus accepter, en quelque sorte, n'a plus le droit d'avoir une opinion privée sur l'adultère de Lancelot et de Guenièvre. Il doit avoir une opinion publique, et cette opinion publique, forcément, va passer la condamnation la plus ferme, en fait. On est face à un comportement qui relève en quelque sorte, de manière un peu anachronique, si on veut utiliser le terme, de la lèse-majesté. Arthur et Guenièvre doivent être condamnés, Guenièvre est condamné au bûcher, etc. Et dans cette seconde partie, le régime, à partir de ce moment-là, le régime pseudo-aventureux de la première partie, notamment l'utilisation de l'entrelacement classique, disparaît complètement et est remplacé par un régime guerrier, un peu comparable à ce que Hanicombe appelait le régime ou le type héroïque dans sa description des régimes narratifs du Lancelot en prose, même si c'est différent ici. Mais donc ce régime guerrier s'accompagne aussi d'un changement géographique. On quitte rapidement la cour d'Arthur et on translate vers la Joyeuse Garde d'abord, puis en traversant la Manche vers le continent et vers la marche de Bretagne. Donc on est le changement de régime fonctionne à tout en fait. Il s'accompagne d'une accélération de la mécanique narrative. La mécanique narrative fonctionnait bien dans le premier tiers, mais un peu à vide, comme j'ai dit. Dans ce deuxième tiers, on a énormément de choses qui se passent. Guenièvre capturée et libérée, la mort des frères de Gauvin, sauf Mordré, malheureusement, le siège de la Joyeuse Garde, la traversée de la Manche, le siège de la cité de Gaune. Et les rôles narratifs dans ce deuxième tiers sont en partie redistribués. Donc on entre là aussi dans un nouveau paradigme narratif.
Arthur gagne en importance. Il passe au premier plan comme coprotagoniste avec Lancelot, ou co-antagoniste. C'est difficile à ce stade, dans ce nouveau paradigme, de dire qui est le protagoniste et qui est l'antagoniste, en fait. Arthur et Lancelot sont tous les deux les chefs nobles de leur propre armée, de leur propre camp, respectueux des règles de la guerre, en fait, et des principes de la guerre honorable, à la différence d'un Gauvin, par exemple, qui justement, lui aussi, Gauvin change. Il était dans son rôle de Gauvin classique dans le premier tiers, donc personnage secondaire majeur qui sert à mettre en valeur le caractère exceptionnel du héros, Lancelot. Gauvin, au contraire, ici devient une sorte de mauvais génie dans un rôle extrêmement différent qu'on ne lui connaît pas dans d'autres textes, où il devient en fait l'aiguillon qui pousse Arthur de plus en plus vers l'extrémité, en fait. Quant à Guenièvre, elle passe au second plan dans cette deuxième partie, qui est la partie la plus masculine, si l'on veut, du roman. Et elle devient un simple enjeu narratif. C'était un personnage majeur dans le premier tiers, dont la colère, notamment face à Lancelot, informait en grande partie la mécanique narrative, mais dans ce deuxième tiers, elle est réduite au rôle d'enjeu, elle est confinée à la Joyeuse Garde et devient un objet de négociation, une monnaie d'échange entre Lancelot et Arthur. Cette deuxième partie, finalement, remplace massivement les logiques individuelles, qui étaient la survivance du régime aventuré dans le premier tiers. Elle les remplace par des logiques de clan. On est face à deux camps qui s'opposent. Finalement, le dernier tiers, c'est celui qu'on peut appeler, et de manière assez évidente, mais appropriée également, le roman de Mordred. Cette partie, elle passe aussi vers un autre régime, un autre paradigme, qui lui s'explique de manière généalogique par le fait que c'est la partie, comme je l'ai dit, qui doit le plus à la tradition arthurienne. Geoffroy de Monmouth et probablement aussi le Dido Perceval. On a donc affaire à une nouvelle redistribution des rôles. Ici, Lancelot disparaît presque entièrement. Une fois que la guerre à Gaune a été réglée et que Gauvin a été vaincu en duel singulier par Lancelot, Arthur devient le protagoniste quasi unique ici. Et il reprend son rôle des chroniques, finalement, son rôle de Dux Bellorum, qui remonte à l'Historia Britannium de Nennius, avant même que Arthur soit devenu roi dans la tradition galloise. Il est d'abord Dux Bellorum, tradition latino-galloise. Lancelot est largement minimisé. Il va disparaître complètement pendant un gros bout de cette section. Et Guenièvre, en revanche, redevient un personnage agissant face à Mordred. En se réfugiant dans la tour de Londres, en préparant un stratagème pour avertir Arthur, en fuyant vers le couvent, en fin de compte, Guenièvre retrouve un rôle important, mais qui est très différent du rôle courtois classique, finalement, qu'elle avait dans la première partie. Ici, on n'est plus du tout dans une logique courtoise, au contraire, Mordred est dans une position de coercition très forte, complètement antiquoise. Et à la guerre illégitime de la deuxième partie, qui était problématique sur le plan moral, succèdent deux guerres justes, deux guerres parfaitement légitimes. La guerre contre les Romains, qui est une pure guerre d'agression. Arthur ne part pas guerroyer contre les Romains comme chez Geoffroy pour occuper ses alliés. Il n'est pas dans une logique impérialiste, mais au contraire, il est dans une logique de défense. Les Romains arrivent de manière un peu inopinée d'ailleurs, c'est pas l'élément le plus adroit de la mort Arthur, mais les Romains arrivent de manière un peu inopinée et déclarent la guerre à Arthur à cause de la mort d'un de leurs vassaux antérieurement à la mort Arthur. Et deuxièmement, la guerre contre Mordred, qui là aussi est parfaitement légitime. Il n'y a aucune ambiguïté idéologique ou morale autour de la guerre contre Mordred, qui est en réponse à une pure usurpation du trône sans justification. À la logique de siège de la deuxième partie, qui était plutôt marquée par le pourrissement, par l'épuisement, succède une logique plus saine, entre guillemets, une logique militaire plus saine, qui est une logique de bataille rangée, dont les enjeux sont transparents et dont la résolution est claire à chaque fois. On sait qui remporte chaque bataille, se déroule de manière claire, en quelque sorte. De manière intéressante, sur le plan stylistique, je ne parle pas beaucoup de stylistique de cette conférence, mais la prépondérance du matériau traditionnel, du matériau emprunté aux chroniques, s'accompagne aussi d'un tropisme stylistique dans cette troisième partie, stylistique qui emporte la mort Arthur plus, non pas vers les chroniques, parce qu'il n'y a pas énormément de modèles vernaculaires de chroniques, mais vers la chanson de geste, de manière intéressante, dans l'écriture des affrontements militaires.
notamment dans le motif de la constitution des échelles, les affrontements individualisés de chevalier à chevalier, le style formulaire de l'assaut épique qui est en partie, voire parfois intégralement repris dans les équipements de la monture, les exclamations guerrières poussées après un coup d'éclat. Il y a des moments où la mort Arthur, on se croirait presque dans la chanson de Roland, Mutatis Mutandis, la forme prose évidemment étant la différence principale. Mais c'est donc dans ce dernier tiers de la mort Arthur que la mort Arthur s'éloigne plus du paradigme stylistique et narratif du reste du cycle en fait aussi. C'est ce qui est assez intéressant. Après Arthur, finalement, le roman se termine par une conclusion qui change là aussi un tout petit peu de régime. La mort d'Arthur est suivie d'une mini-section autonome, en quelque sorte, où l'attention de la mort Arthur retourne à Lancelot. Donc dans l'édition Hull, c'est vraiment c'est une dizaine de pages, en fait, c'est très court. Cette section sert à conclure le fil narratif cyclique vie de Lancelot, c'est à ça qu'elle sert. Dans une logique purement autonome, la mort Arthur pourrait se terminer par la mort d'Arthur, justement, qui a droit à son propre épisode, qui est splendide, pathétique, etc., extrêmement bien construit. Mais il y a besoin d'une conclusion pour régler son compte à Lancelot, justement. Et c'est significatif que la mort Arthur choisisse de finir sur la mort de Lancelot plutôt que sur la mort d'Arthur. Il y aurait eu moyen de procéder autrement. Mais cette section sert à réériger, à l'échelle du cycle, Lancelot au sommet de la hiérarchie des valeurs, notamment par rapport à Arthur. Arthur souligne au moment de mourir que seul Lancelot mériterait d'hériter d'Excalibur, il le dit explicitement. Et il refuse de donner à Giroflée, justement, en disant non, vous ne méritez pas mon épée. Donc Lancelot est désigné comme successeur symbolique, en fait, même s'il ne le sera jamais. Lancelot est absent de la guerre contre Mordred pour des raisons que j'ai déjà mentionnées, mais il rejoue cette guerre contre Mordred en accéléré contre deux fils de Mordred. Donc cette espèce de réintroduction des deux fils de Mordred qui paraît un peu adventice, un peu gratuite à la fin, elle sert en quelque sorte à permettre à Lancelot de refaire la guerre contre Mordred et de la faire victorieuse. Et ça sert aussi évidemment généalogiquement de rappel de Geoffroy de Monmouth où les deux fils jouer un rôle aussi contre Constantin. Et le moniage final de Lancelot, aux côtés de Bliobéris et de l'archevêque de Canterbury, suivi de sa mort presque littéralement en odeur de sainteté, positionne sa fin au-dessus de celle d'Arthur. Puisque la fin d'Arthur, elle est splendide, hein, elle est accompagnée énormément d'éléments très frappants, l'épée jetée dans le lac, la chapelle noire, la barque menée par Morgane qui l'emmène dans Avalon. Mais d'un point de vue purement, si on veut, théologique, en quelque sorte, le salut ultime d'Arthur est moins clair et il est mis en scène de manière beaucoup moins évidente que celui de Lancelot. Lancelot est emmené au paradis par les anges quasiment, si l'on en croit la vision de l'archevêque de Canterbury. Donc on a un positionnement assez clair par rapport à Arthur ici. Donc à l'échelle, la mort Arthur se termine en privilégiant ce fil narratif vie de Lancelot, héros autour duquel tourne le cycle, beaucoup plus qu'Arthur, en fait. Ça explique ce positionnement final. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de célébrer Lancelot, finalement, qui reste, même à la mort Arthur, in extremis, le personnage central, et pas Arthur. Foncièrement, sur le plan thématique, la mort construit un univers opaque. Donc je viens avec juste quelques remarques thématiques et sur sur l'interprétation de la mort. Donc elle construit un univers foncièrement opaque. Et je reviens sur le rapport entre Caste et mort Arthur, qui justifie pourquoi, pour un agrégatif, c'est intéressant de lire la Caste del Saint Graal pour comprendre le positionnement de la mort Arthur. Parce que le paradigme sémiotique de la caste, c'était la transparence. Incarné par les divers élites, saint hommes, etc., les hommes rencontrés par les chevaliers, qui servaient d'exégète à l'action. Tout est transparent dans la caste. Tout doit être parfaitement explicable, en quelque sorte. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté dans la caste. Même, c'est un roman qui génère de l'ambiguïté, mais de manière généralement plutôt involontaire. A contrario, le paradigme sémiotique de la mort Arthur, c'est l'opacité presque complète. Plus rien n'est clair.
en fait. Depuis la fin des aventures, Dieu s'est éloigné, en quelque sorte. Dieu, les cœurs, n'est plus là. Les aventures, qui sont toujours riches de sens, ne sont plus là non plus. Et donc, en l'absence de ces aventures signifiantes, les personnages tournent en rond et sont confrontés au caractère insondable de leur prochain, en fait. Les humains ne peuvent pas sonder les cœurs et les reins des autres humains. Et la mort Arthur se construit vraiment de ce constat implicite. L'univers arthurien, dans la mort Arthur, est devenu pour la première fois impossible à interpréter correctement. Et impossible à maîtriser, en fait. La mécanique narrative du roman se fonde largement sur la mésinterprétation des motivations d'autrui, en fait. Quand on regarde, la plupart des conflits de la mort Arthur, c'est de ça, en fait, d'une fausse interprétation, d'une intention spécifique attribuée à un autre personnage. Arthur croit d'abord en l'innocence de Lancelot, à tort. Ça retarde un peu la catastrophe, à vrai dire. Gauvin croit que Lancelot aime la demoiselle d'Escalote, à tort. Il se fonde sur des faux indices. Guenièvre croit que Lancelot la trompe, là aussi à tort. Mador de la Porte croit que Guenièvre a délibérément empoisonné Gaëris de Caraeux. Gauvin croit que Lancelot a délibérément Gaërier. Arthur croit que Mordred est digne de confiance. Donc on est face à des personnages qui s'obstinent dans une mauvaise exégèse de l'univers qui les entoure, en fait, et qui sont confrontés à l'opacité psychologique de leur entourage. C'est extrêmement intéressant, puisqu'on a des personnages qui sont habitués à un univers sémiotique clair, l'univers des aventures, puis l'univers de la caste, encore plus clair, et qui sont donc incapables de concevoir que les apparences peuvent être trompeuses, de manière naïve en réalité. Un lecteur moderne va être est légitimement consterné par l'obstination de la cour arthurienne à croire que Guenièvre a vraiment voulu tuer Gaëris de Caraeux. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est évident pour un lecteur moderne que Guenièvre s'est retrouvée qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que nous, on lit des romans policiers en quelque sorte. Mais c'est pas que le lectorat de la mort Arthur est moins sophistiqué que nous, c'est que les personnages de la mort Arthur sont incapables de comprendre. Ils sont dans une logique où les indices sont véridiques, en fait. Ils croient en la véracité des indices visibles. Ce qui n'est plus du tout le cas dans la mort Arthur. Et la conséquence de ça, évidemment, c'est que la mort Arthur, plus encore que d'autres romans arthuriens, se fondent sur une logique agonistique, en fait. Et évidemment, tout roman arthurien se construit sur un fond guerrier, donc il y a toujours une logique agonistique, mais les affrontements physiques dans la mort Arthur ne forment qu'une portion de cette logique. Et une grande part des affrontements sont des affrontements verbaux, en fait. Il y a un usage du discours direct, de la parole au discours direct dans la mort Arthur, extrêmement intéressant, et qui est en quelque sorte spécifique de ce roman, ou que ce roman, en tout cas, porte à son comble. C'est une de ses caractéristiques stylistiques les plus notables. La parole agressive, la parole coercitive, la parole délibérative, la parole condamnatrice. Quelques exemples qu'on peut aller lire, c'est la diatribe célèbre misogyne de Bohort contre Guenièvre, quand il accuse les femmes il explique que tout qui s'adonne à l'amour finit par y trouver sa propre destruction. La coercition de Guenièvre par les barons loyaux à Mordred, qui est une scène extrêmement violente où les barons presque acculent Guenièvre et l'obligent à accepter le mariage avec Mordred, uniquement par la parole. Le plaidoyer de Lancelot pour mettre fin à la guerre, qui est rejeté de manière très brutale par Gauvin, un plaidoyer qui est violent par sa générosité, qui choque l'auditoire, puis qui est rejeté de manière tout aussi choquante par Gauvin, qui lui-même est ensuite condamné par Arthur. Enfin, donc il y a des morceaux de bravoure dans ce roman, qui est un roman très guerrier, très violent, mais il y a beaucoup de morceaux de bravoure qui sont centrés sur des échanges, sur des scènes de dialogue spécifiquement, sur des tirades ou sur des dialogues vifs. Et en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'on parle de ces éléments autour de l'opacité et de la dynamique agonistique, c'est que cette opacité interprétative combinée à cette parole agonistique explique en grande partie certaines lectures modernes, plus très récentes, mais notamment autour de Frappier, de la mort Arthur comme roman psychologique. Sur lesquels on est beaucoup revenu parce qu'on a dit ça n'a pas de sens de parler de psychologie pour un roman médiéval, c'est anachronique, etc. Mais on comprend comment la mort Arthur, en fait, à cause de ces éléments, peut construire un récit que nous allons interpréter comme psychologique, en fait. Puisque c'est un récit qui se fonde sur l'opacité des intentions et l'opacité des signes.
Donc, d'une certaine manière, mais de manière très différente du roman psychologique moderne, on arrive à quelque chose que nous, lecteurs modernes, allons interpréter comme psychologique. J'ai parlé un petit peu, j'ai bientôt fini. J'ai parlé un petit peu de la diatribe de Bohort contre Guenièvre et des agressions verbales de Mandré et de ses barons contre Guenièvre également. La mort Arthur est un roman qui se positionne de manière très spécifique sur les questions, justement, les questions genrées, la question de la misogynie, la question de l'amour, de la courtoisie et de l'honneur. Et quelques mots méritent d'être dits brièvement là-dessus. D'un certain point de vue, La mort Arthur peut ressembler à un roman anti-courtois et peut sembler s'intégrer de manière assez naturelle dans un mouvement du roman arthurien en prose consistant à s'éloigner de la courtoisie du XIIe siècle, en fait, et à aller vers des logiques progressivement de moins en moins courtoises, voire anti-courtoises, telles qu'elles se constatent dans, évidemment, la Caisse del Saint Graal, de manière très visible, mais aussi dans le Merlin post-Vulgate, avec la mise au tombeau de Merlin par la Dame du Lac, même le Merlin Vulgate lui-même, même s'il est moins violent à cet égard, courtois, etc. Et il est certain que l'épuisement des logiques traditionnelles après la caste mène aussi à un épuisement de la courtoisie. Et la demoiselle d'Escalote, je l'ai déjà dit, symbolise cette perversion de la logique courtoise qui mène à la mort d'une jeune femme amoureuse d'un noble chevalier. Et aussi, dans une moindre mesure, c'est le rôle que joue l'épisode de la Dame de Belloé, cet épisode un peu étrange après la mort de Gauvin, qui nous rappelle in extremis à la 25e heure que Gauvin était le chevalier des dames, qui est un attribut de Gauvin qui n'est pas du tout visible dans La mort Arthur, sauf quand il tente de séduire sans succès la demoiselle d'Escalote, ce qui est rare pour Gauvin, qui d'habitude a du succès. Mais la Dame de Belloé, qui est éplorée par la mort de Gauvin et qui se fait tuer par son propre seigneur à cause de cette sorte d'adultère post-mortem, est une sorte de, là aussi, de clin d'œil ironique et narquois envers les règles courtoises, qui sont à nouveau bafouées en quelque sorte ici aussi, ou qui se terminent mal ici aussi. La longue diatribe de Bohort contre Guenièvre, qui liste une longue généalogie de héros païens ou juifs ou chrétiens qui ont succombé par amour, et qui liste aussi Tristan, qui mentionne explicitement l'intertexte tristanien. Cette longue diatribe ressemble beaucoup à de la misogynie d'inspiration cléricale. On peut légitimement se demander, est-ce que l'auteur de La mort Arthur utilise Bohort comme porte-voix ici? La mort Arthur, surtout à partir de son deuxième tiers, insiste lourdement sur les rapports homosociaux, sur la fraternité, la rivalité masculine, le vasselage, la loyauté, la déloyauté, l'amitié, la vengeance, et minimise, surtout dans ce deuxième tiers, les rapports sociaux, qui de toute façon sont représentés de manière très problématique dans le premier et dans le dernier tiers. Morgane, l'autre personnage féminin majeur avec la demoiselle d'Escalote et Guenièvre, joue un rôle extrêmement ambigu et extrêmement néfaste dans le premier tiers, même si elle est moins marquée négativement. Et le personnage de Guenièvre, qui reste le personnage féminin le plus important, est marqué par une série de dégradations successives. Elle est d'abord représentée comme jalouse et colérique, puis comme empoisonneuse potentielle, même si on sait qu'elle n'est pas coupable, puis elle est condamnée au bûcher, puis elle est réfugiée au couvent, et une sorte de dégradation, comme si le roman cherchait à s'attaquer de plus en plus au personnage de Guenièvre. Est-ce que pour autant on a affaire à un roman anti-courtois? Il me semble que non. Et il me semble que les éléments, le discours de La mort Arthur sur la courtoisie s'explique plus par la logique narrative générale du roman et la logique cyclique aussi dans laquelle il s'inscrit, plus que par un positionnement idéologique. Je ne pense pas que l'auteur de La mort Arthur cherche particulièrement à critiquer ou à condamner ou à mettre à bas le paradigme courtois classique, en fait. Je pense que c'est un abus de dire que c'est un roman qui tourne le dos à la courtoisie. En réalité, La mort Arthur exprime une puissante nostalgie de la courtoisie. Et comme je l'ai déjà dit avant, elle passe sous silence certaines des condamnations, certains des revirements les plus forts de la Caisse del Saint Graal, notamment l'idée que l'amour de Lancelot et Guenièvre est entièrement et entièrement négatif. La mort Arthur ne se résout pas à accepter ça, en fait. Et elle reconnecte avec le dernier tiers du Lancelot, où le dernier tiers du Lancelot montrait bien que l'amour de Lancelot et Guenièvre était problématique, et qu'il allait empêcher Lancelot de devenir le héros du Graal et d'être le chevalier parfait, mais
ça reste un aspect fondamental de son caractère et de sa bravoure et de son héroïsme. Donc la mort Arthur enchaîne l'attaque sur la caste. Donc elle ne remet jamais en cause la validité de l'amour de Lancelot et de Guenièvre. Et je pense que c'est beaucoup plus riche de considérer la vie de Bohort, par exemple, comme une diatribe qui illustre le caractère de Bohort. Il ne faut pas oublier que Bohort, c'était un des 3 chevaliers célestiels, un des 3 héros du Graal. C'est un personnage qui est marqué par sa chasteté presque parfaite, et qui est essentiellement, pour dire les choses de manière un peu triviale, une grenouille de bénitier, en fait. Donc, que Bohort ait une attitude cléricale à l'origine, et qu'il soit foncièrement désapprobateur de la liaison de Lancelot et de Guenièvre, et qu'il critique Guenièvre pour sa malfaisance, et que même il joue un tour à Guenièvre, en fait. Quand Guenièvre va mourir à cause de l'accusation de Mador de la Porte, il ment à Guenièvre, il lui cache que Lancelot va venir la sauver avec un degré de cruauté, une sorte de satisfaction cruelle assez frappante en réalité, assez choquante. Il me semble que l'auteur construit le personnage de Bohort ici, plutôt qu'un propos dans lequel il s'investit lui-même, dans lequel la narration s'investit pleinement. Ça me paraît plus riche de l'interpréter comme ça. Donc c'est la logique narrative et la dynamique d'ensemble de l'univers de fiction après la caste qui fait que l'amour courtois désormais à vide, en l'absence de son carburant traditionnel qui était l'aventure chevaleresque. Il n'y a plus d'aventure chevaleresque, il n'y a plus d'exploits aventureux, donc il y a plus de... L'amour courtois n'est plus vraiment possible en fait, il devient purement formel en fait. Il devient pur luxe en quelque sorte, notamment chez Lancelot et Guenièvre qui sont plus dans l'attente, qui sont plus dans la joy en fait, dans le retardement de l'amour charnel. Et pourtant, le caractère des 2 amants reste inchangé par rapport au Lancelot. On reconnaît bien Guenièvre. Certes, c'est la Guenièvre plus sombre, c'est la Guenièvre plus condamnatrice de la charrette, quand elle reproche à Lancelot de ne pas être monté immédiatement dans la charrette. C'est la Guenièvre qui est capable de repousser Lancelot de manière extrêmement dure pendant très longtemps, mais ça reste Guenièvre, on reconnaît parfaitement la mécanique du personnage. Lancelot, même chose. Lancelot reste absolument au sommet de l'échelle des valeurs. Il n'est pas du tout dégradé dans son amour courtois, ni dans son attitude courtoise globale dans la mort Arthur. Le récit parvient à le sauver en permanence, en fait, face à Gauvin, face à Arthur, face à Guenièvre. Le personnage qui est vraiment dégradé, c'est Gauvin, en comparaison, pas du tout Lancelot. Donc Guenièvre, comme je disais, elle est exigeante, elle est dure, mais son amour est donné sans limite dans la mort Arthur, et les dégradations qu'elle subit sont surtout le symptôme d'un monde arthurien qui a perdu le sens de ses valeurs, en fait. Quand elle est attaquée par Bohort, c'est plus Bohort qui est en tort. Et le fait que le roman souligne un peu cette espèce de jouissance cruelle de la part de Bohort, je pense que c'est significatif. De même, quand elle est attaquée par Mandré et par ses c'est évidemment eux qui sont en tort, c'est pas Guenièvre. Le lecteur est invité à sympathiser avec Guenièvre ici, dans ce 3e tiers du roman. Il n'y a aucune ambiguïté de ce point de vue-là. Et Lancelot, lui, comme j'ai dit, reste pendant tout le roman d'un honneur sans faille. On le voit pendant les affrontements contre Arthur, où à de nombreuses reprises, il cherche à épargner, protéger Arthur. Il explique à tout le monde qu'Arthur est en quelque sorte sanctuarisé, personne ne peut s'en prendre à lui, etc. Donc La mort Arthur n'est pas un roman idéologiquement anti-courtois, comme pouvait l'être la caste, mais un roman narrativement post-courtois. En quelque sorte, je ne veux pas citer 2 fois Northrop Frye dans cette conférence, qui est quelqu'un qui sans doute n'avait pas lu La mort Arthur, mais comme disait Northrop Frye, Hamlet est une pièce de théâtre triste, non pas parce que Shakespeare l'a écrite après la mort de son fils, mais parce qu'Hamlet est une tragédie. Voilà. Donc c'est les facteurs internes expliquent pourquoi Hamlet se finit mal. Et est une pièce triste finalement. Et dans La mort Arthur, il me semble que les facteurs internes au cycle et internes au roman, expliquent pourquoi le roman se positionne de manière un peu distanciée par rapport à la courtoisie. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une volonté idéologique de mettre à bas le paradigme courtois ici. Au contraire. En fait, comme je disais, il y a une nostalgie forte pour la courtoisie. Finalement, et c'est mon dernier point, quelques mots d'abord sur une interprétation spécifique de La mort Arthur qui a eu une richesse critique assez importante, mais qui a été beaucoup contestée aussi. Et sur l'espèce de logique générale qui domine les actions des personnages et les destinées du royaume arthurien dans ce roman. Cette opinion critique sur laquelle je reviens, c'est celle
consiste à dire que la mort Arthur est en quelque sorte, mutatis mutandis, une tragédie. Une tragédie au sens aristotélicien du terme, en fait. C'est une opinion qu'on trouve chez plusieurs auteurs, mais le plus notablement chez Frappier. Donc j'ai mis la date de 1964, mais c'est son édition, la troisième édition de son édition de la mort Arthur, mais c'est une opinion qui est exprimée dès 1936 dans la version longue de son édition, où Frappier affirme que, sans le savoir, l'auteur de la mort Arthur retrouvait le climat de la tragédie grecque. Ces héros, dans le siècle, ne peuvent s'arracher à l'engrenage du destin. Donc l'auteur de la mort Arthur ne connaît pas la poétique d'Aristote, il ne connaît pas les tragédies grecques, mais par analogie, il y a des éléments de la mort Arthur qui ressemblent à la tragédie. Par exemple, il y a un certain nombre de personnages qui sont en mesure de susciter la pitié par ce mélange à la fois de grandeur et d'imperfection. Quelqu'un comme Arthur, quelqu'un comme Lancelot, Gauvin, évidemment. Lancelot, c'est moins clair parce que finalement, Lancelot commet assez peu de fautes graves, c'est lui qui mène à la catastrophe, mais il est quand même évidemment entaché par le péché fondamental de l'adultère avec Guenièvre, qui reste un peu le péché originel de ce roman. Plusieurs personnages sont marqués par l'hubris. Lancelot, avec sa démesure amoureuse, qui perd tout sens de la mesure et de la prudence, et qui oublie le vœu d'ascétisme formulé lors de la caste. Et Gauvin, évidemment, qui est le personnage de l'hubris dans ce roman. Gauvin s'obstine de manière scandaleuse, après la mort de Gaërier et de ses autres frères, refuse d'accepter une éventuelle innocence de Lancelot, ou que Lancelot agit de manière malfaisante, et pousse Arthur jusque dans ses retranchements face à Lancelot, et finit par reconnaître sa faute qu'à la fin, lorsqu'il est sur son lit de mort, en fait. Le lexique de la méchéance, qui est récurrent dans la mort Arthur et qui est évidemment polysémique, hein. Ça peut indiquer la faute, mais aussi simplement le malheur, l'aventure, le mauvais hasard. Mais la récurrence du lexique de la méchéance ne peut empêcher au lecteur de tragédie grecque de rappeler l'amartia, la faute tragique grecque, et on peut se demander si ça représente une forme médiévale. La prophétie de Merlin 808, inscrite dans la pierre, peut donner l'impression qu'elle est écrite en fait, et que l'accomplissement de la mort Arthur est connu de tout temps. Et la roue de fortune, qui apparaît en songe à Arthur, à la page 802, allégorise peut-être un destin inévitable et aveugle. Non plus la providence divine, qui agissait à plein dans la caste, mais qui ne concernait qu'un petit nombre d'élus, évidemment, mais ici, mécanique implacable de fortune, dont Dieu se désintéresse en fait, qui est purement sublunaire et qui mène chacun à sa perte. Alors en réalité, et je me fonde en grande partie sur les analyses de Karen ici, qui dans son article de 94, je crois, et son livre de 2002, a vraiment fait l'analyse, il me semble, la plus complète et la plus convaincante du motif, enfin du motif critique de l'interprétation tragique de la mort Arthur. En réalité, la grille d'analyse tragique achoppe sur plusieurs points. Le monde de la mort Arthur, d'abord il y a le problème évidemment est-ce que ça a du sens de dire qu'un roman du XIIIe siècle qui connaît absolument pas la tragédie grecque ou la poétique d'Aristote réinvente en quelque sorte les règles de la tragédie grecque? Est-ce que ça transforme pas la tragédie grecque en une sorte de genre transhistorique, essentialiste, etc. Bon, il y a ce problème-là, mais qui dépasse mon propos aujourd'hui. Mais de manière plus précise, le monde de la mort Arthur ne broie pas ses personnages. Le salut individuel, on reste dans une logique quand même où le salut est possible, une logique où le salut individuel reste une possibilité, même si elle est marginale. Même le salut de Gauvin, de manière significative. Même Gauvin, qui est pourtant le personnage qui va le plus dans l'hubris, dans l'excès, Gauvin a une réalisation sur son lit de mort et finit par trouver le salut, comme l'atteste le rêve d'Arthur, avant le rêve de la roue de fortune, où il voit Gauvin parmi les élus. La roue de fortune, de même, plutôt qu'une sorte de destin implacable à la grecque, s'applique en fait exclusivement à une grandeur sublunaire, en fait, donc au royaume d'Arthur, globalement. C'est la figure classique du roi qui est au sommet et qui mais elle ne remet pas en cause la possibilité de la rédemption personnelle, en fait. Et je dirais que la mort Arthur, de manière plus précise,
une tonalité plus pathétique que tragique, en fait. Et le pathétique de la mort Arthur est fondé sur l'évitabilité, bien plus que sur l'inévitabilité. Il me semble que dans la mort Arthur, il n'y a rien d'inévitable en réalité. Et c'est là que je reviens, je le disais que j'allais le faire, sur la première partie du roman, le roman d'Escalote, en fait. Et il me semble que ce roman d'Escalote, loin d'être uniquement dilatoire, en fait, il sert à souligner le caractère évitable de la catastrophe. Le roman d'Escalote nous montre à plusieurs reprises que la catastrophe est évitée, en fait, et que le pire n'est jamais sûr, en réalité, dans la mort Arthur. Elle montre, en fait, que l'effondrement du royaume, elle n'est pas du tout due à une sorte de destin inéluctable, à des forces surhumaines qui broient tous les personnages sur leur passage, mais elle est due purement à l'obstination des personnages. Obstination de Lancelot et Guenièvre qui continuent dans leur relation imprudente, obstination d'Agravin qui a une dent contre Lancelot, obstination, ensuite enchaînement de l'obstination de Gauvin qui va aggraver les choses, mais on est purement dans de l'humain trop humain, en fait. Et dans quelque chose qui aurait pu être évitable. Et le hasard joue un rôle aussi, hein, je veux dire, par exemple, lorsque Lancelot tue plusieurs frères de Gauvin, libérer Guenièvre du bûcher. Le seul qui tue pas, bon, Gauvin est pas là, mais le seul qui tue pas, c'est Mordred, pas de chance. Mais rien ne sous-entend que c'est le qui est à l'œuvre ici. C'est plutôt une espèce d'accident, en fait, de fortune. Une espèce de hasard qui n'a pas de sens cosmique. Seul Gauvin, finalement, quand on regarde vraiment les personnages et qu'on cherche un modèle tragique chez les personnages, le seul qu'on peut vraiment interpréter comme un héros tragique, c'est Gauvin, justement. Qui est un personnage important, mais secondaire, à l'échelle du roman, et le seul qui correspond vraiment avec l'hubris, la martia, la crainte. On peut pas mettre Arthur comme personnage tragique central parce que la faute tragique qu'il aurait commise, c'est l'inceste, mais comme je l'ai dit, l'inceste est vraiment presque laissé sous le boisseau. Dans ce roman, il est pas du tout, on se focalise pas du tout dessus. Lancelot, oui, il commet la faute de l'adultère, mais en fait, il est plus ou moins innocenté par le roman. C'est pas lui en fait qui mène les choses à la catastrophe. C'est pas vraiment de sa faute, c'est plutôt Gauvin. Et ensuite Mordred, bien sûr. Et Mordred, c'est pas du tout un personnage tragique parce que chez Mordred, certes la crainte et l'indignation, mais il suscite pas la pitié du tout. Il y a rien d'humain chez Mordred. Vraiment, il joue purement un rôle de moteur narratif. De méchant de mélodrame en fait. Donc il y a rien, c'est pas un personnage intéressant dans la mort Arthur Mordred. Intéressant pour ce qu'il fait et pour ce qu'il génère et pour ce qu'il rend possible, mais lui-même il est complètement vide. Donc du coup l'interprétation tragique fonctionne pas bien, mais elle permet de mettre en lumière le fonctionnement spécifique du pathos de la mort Arthur en fait, qui est intéressant parce qu'il est singulier. Pour finir, en guise de conclusion, après cette très très longue conférence, et je m'en excuse, ce que je dirais pour terminer, c'est que s'il y a une chose, il me semble, à retenir autour de la mort Arthur, c'est que c'est la façon dont fonctionnent ces différents niveaux de complexité romanesque. Elle est écrite à la même époque que la Queste, mais elle remet en cause elle aussi, comme la Queste, certains des codes et des attentes du roman Arthur. Donc c'est un roman, et puis c'est un roman en prose déjà de seconde génération, comme je disais. Mais elle le fait plus pour des raisons de logique narrative que par subversion idéologique. Il y a des romans, à ce moment-là, des romans en prose, qui vont vraiment chercher à subvertir le roman arthurien, la Caste au premier plan, mais aussi le Père Lesvaus, qui met à bas beaucoup d'éléments de la tradition arthurienne dans une espèce de jouissance destructrice, en fait, qui est propre au Père Lesvaus. C'est pas du tout le cas de la mort Arthur, qui est très attaché aux données arthuriens traditionnelles, mais qui cherche à raconter son délitement, parce que voilà, c'est le sujet que la mort Arthur s'est choisi. Donc, ça induit un paradigme différent. Donc, loin d'être un anti-roman arthurien, la mort Arthur démontre un attachement puissant à la forme romanesque d'abord, et à ses valeurs également, même si elles sont mises à bas dans le cadre de sa diégèse. Elle puise dans une tradition arthurienne longue, mais innove aussi sur des points décisifs. Et les complexités qu'elle déploie sont mises en œuvre de manière très différente, justement, de la tradition antérieure. Si on compare la mort Arthur au roman de Chrétien de Troyes, par exemple, c'est très intéressant de comparer les deux parce que la mort Arthur peut sembler plus simple qu'un roman de Chrétien de Troyes, par exemple. Parce qu'elle privilégie une langue claire et sans fioriture, elle minimise les jeux d'ambiguïté, le feuilletage sémantique, elle minimise les équivoques, la distance humoristique de l'auteur champenois. Ici, on colle au personnage, il n'y a pas d'humour, ou quasiment pas, sauf quand les personnages font de l'humour. On est vraiment
au ras du sol avec eux en fait, et le récit est pris entièrement au sérieux. Donc d'un certain point de vue, quand on a l'habitude de Chrétien de Troyes, on a envie de dire que la mort Arthur, c'est plus du roman populaire en quelque sorte, si on veut une analogie anachronique. Mais c'est que les niveaux de complexité de la mort Arthur se situent ailleurs. La mort Arthur tisse un récit aux multiples injonctions narratives, en fait, qui cherche à déployer sa cohérence propre, tout en clôturant un cycle et un univers de manière satisfaisante. Donc il y a des injonctions qui sont parfois contradictoires, mais que le roman tisse de manière extrêmement intéressante, parfois en simultané, parfois en alternance, comme on a vu. C'est un roman qui est du coup à la fois mélancolique et mouvementé, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps il ne se passe rien. C'est un roman extrêmement masculin, mais avec des figures féminines décisives et qui sont mises en scène de manière extrêmement forte, et chaque fois de manière très signifiante. La demoiselle Escalote, Guenièvre, Morgane. Morgane moins que les autres, mais quand même de manière extrêmement mémorable. C'est un roman catastrophique, mais tourné vers le salut, et qui met d'autant plus en lumière ce salut individuel qui reste possible. C'est un roman finalement qui met en lumière aussi bien le hasard aveugle qui semble contrôler les héros que leur libre arbitre véritable. Ce sont eux qui creusent leur propre tombe, mais qui sont aussi l'architecte de leur propre salut, inextriqué, comme dans le cas de Lancelot. Voilà. Donc, finalement, j'ai listé un petit nombre de références qui, je pense, seront disponibles en ligne sur le site avec cette conférence. Donc, merci beaucoup pour votre patience après cette longue conférence. J'espère qu'elle aura été un petit peu utile et qu'elle aura permis de lancer quelques pistes de réflexion.